Voilà, donc merci d'être ici, merci aux organisateurs. Voilà. Aux gentils organisateurs. Ouais, c'est ça. Donc soyez les bienvenus à cette conférence collégiale sur le transhumanisme. Et je vais lire mes notes, parce que je n'ai aucune mémoire. L'homme qui vivra 1000 ans, est-il déjà né? Est-il une femme? L'humain d'aujourd'hui est-il déjà augmenté? La dépendance aux auxiliaires technologiques qui nous entourent est-elle au contraire signe de diminution? C'est une bonne question. Donc ceci est le XXIe siècle et nous sommes déjà dans ces questions. Nous sommes équipés de prothèses, réparées, rapiécées, assistées, connectées. Nous sommes en train d'oublier comment faire sans ses appuis. Nous sommes en train d'oublier comment on peut appeler sa maman sans téléphone. Je ne sais plus comment appeler ma maman au téléphone. Nous oublions les numéros de téléphone. Nous oublions comment nous déplacer sans GPS. Nos voitures nous parlent, elles nous conseillent, elles nous réveillent quand on s'endort, bref. Comment faisait-on avant? Je ne sais plus. Alors faisons une expérience, si vous voulez bien, que les personnes qui ont un téléphone portable lèvent la main. La main. Que les personnes... Non mais gardez... Ouais, enfin, c'était l'expérience, merci. Elle n'est pas finie, on garde la main levée. Que ceux qui n'éteignent jamais leur téléphone portable gardent la main levée. La moitié des gens. Un bon tiers, un gros tiers, allez. Je vous le fais à 40%. Vous voyez, c'est déjà en train d'arriver. Vous êtes déjà connectés, augmentés. C'est bon, baissez les mains. Je prendrai les noms des gens qui rigolent. Et donc voilà, donc, beaucoup d'entre nous sont connectés. On a des lunettes ou des lentilles, des implants. Certains d'entre nous qui souffrent d'affections longue durée vivent sous la dépendance d'accessoires chimiques. Hein, est-ce que c'est déjà du transhumanisme? On pourrait en parler avec les invités. Donc le transhumanisme, c'est l'augmentation de l'être humain, c'est le prolongement de sa vie, c'est la démultiplication de ses capacités physiques et intellectuelles, heureusement d'ailleurs. C'est aussi une idéologie qui s'affranchit des définitions passées de ce qu'est un être humain. En fait, c'est une sorte d'humanisme qui verrait plus loin, si on se place du point de vue pro-transhumanisme. Et on devrait être excité à mort par toutes ces possibilités. On devrait être super enthousiaste. Si l'idée de l'amélioration de l'espèce n'avait pas un arrière-goût du Troisième Reich recuit, hein, si je peux m'exprimer ainsi, on peut, de régime totalitaire, parce qu'on peut y voir la négation de notre nature, la fuite en avant avec des conséquences inconnues à des choix inédits, avec le contrôle, voire la reprogrammation des individus. Ouais. Voilà. Ça, c'était le quart d'heure angoisse, mais après, ça ira mieux. Donc, ce sont les membres de cet éminent panel de qualité supérieure vont nous parler du transhumanisme, de ses origines dans l'histoire, de qualité, pas de race, de ses origines dans l'histoire, dans la littérature, des questions brûlantes qu'il pose en termes d'éthique, de limitations techniques, de progrès inarrêtables, point d'interrogation, et de dérives angoissantes. Et toutes ces questions vont évidemment recevoir une réponse définitive ce soir, parce qu'on n'est pas du genre à laisser des questions en suspens, ni à vous laisser réfléchir par vous-même. Donc on va vous apporter toutes les réponses. Voilà, vous pourrez acquiescer en silence. Donc, sommes-nous transhumanistes sitôt que l'on souhaite l'amélioration des humains? Je ne sais pas. Le transhumanisme, c'est aussi la question des intelligences artificielles, qui sera posée tout à l'heure. Leur place dans la société, leur usage, mais aussi leur statut. Est-ce que les intelligences artificielles doivent avoir des droits? Après tout, le corps humain a des droits. Enfin, avant de laisser la parole donc, à nos conférenciers, je souhaite poser la question du boss final, celle qu'on va évoquer qu'à la fin, sinon ça va bouffer toute la ouais. Donc la question de la baleine sous le gravillon que j'ai écrit, du bulot sous la mayonnaise. J'avais écrit une blague pour pas la rater. C'est un métier. Hein, on peut les rebooter et ils sont racontés. Je recommence. Avant de laisser la parole à nos conférenciers, on coupera au montage. Donc, je vais poser la question du boss final, de la baleine sous le gravillon, du bulot sous la mayonnaise. Rire. Il est bon. De qualité supérieure. Oui, de qualité supérieure. On a des qualités d'impro, on n'en a pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, nous dirigeons-nous vers la singularité technologique. Vers le post-humanisme, au-delà du point Skynet, où l'intelligence artificielle nous supplantera dans tous les domaines et nous rendra obsolètes. C'est possible. Les machines feront alors tout mieux que nous, y compris être humain. Après tout, puisque c'est une capacité comme une autre. Et les humains d'aujourd'hui, comme nous, seront totalement inutiles. Mais, comme le disait Cyrano de Bergerac, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile.
Alors c'est une piètre consolation, mais en ce temps-là, on aura le temps de relire les classiques. Alors voilà. Ici, là, mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de monsieur Hugo Bellamba, maître de conférence, si je ne me trompe pas, en histoire du droit. Non. Non, tout à fait. Je ne me trompe pas, il faut le dire, des fois ça m'arrive. Donc ici à Nice, et Hugo également... Bellagomba, pas Bulot Bellagomba. Pardon, c'est donc le Hugo sous la mayonnaise, Voilà. et qui est également auteur de science-fiction, Voilà. avec monsieur Danny Caligula qui est malade. Il a un mot de sa maman, alors à 3, on l'embrasse, on dit bisous Danny à la caméra. 1, 2, 3. Bisous Dani. Voilà. Également avec Yannick Rumpala qui est maître de conférence également, mais en sciences politiques, ici même à Nice, et avec monsieur François de Primum Non Nocere, qui est médecin, vidéaste du web et grand gourou des internet, voilà, et sex symbole. Oui. Voilà, moi j'ai fini mon travail, je vous laisse en compagnie de ces gens. La partie 1, donc on aura 3 parties, et à l'issue, on aura vos questions avec un micro qui va circuler, mais pendant que les gens vont parler, vous aurez accès à un hashtag. Hashtag, bon, ça marche pas. Ah, mes pouvoirs marchent mieux quand j'ai le bouton dans la main. Pouf, voilà. Le hashtag PAF 2017, vous pouvez donc envoyer vos questions, et notre staff de sécurité ici va récupérer toutes les informations et faire remonter les questions au cours de la soirée. Et donc on aura une demi-heure à la fin pour parler avec vous. Et donc je commence tout de suite. D'abord, qu'est-ce que le transhumanisme? Donc des questions de définition, d'où ça vient, pourquoi, qui sommes, où allons-nous? Voilà. Bravo. Merci, c'était super. C'est fini, oui? Oui, merci, gentil. Donc, alors commençons le vrai sujet là. Alors messieurs, ça vient d'où? Vous aviez laissé parler La timidité. les spécialistes de la science-fiction. Vas-y. Alors, ça marche? Non, je crois. Ça marche? Oui. Oui. Alors, on va trouver. Voilà. Le transhumanisme ne passera pas aujourd'hui. Hein, c'est moi qui suis encore dans le XXe siècle, c'est pour ça. Je n'ai pas encore franchi le cap technologique me permettant une complète maîtrise. Alors, je dirais que la difficulté pour définir le transhumanisme, c'est qu'en fait, c'est un objet protéiforme. C'est un mélange de croyances, un mélange d'idéologie, un mélange de construction philosophique. C'est un mélange de religiosité aussi. Certains l'ont vendu comme une forme de religion 2.0. C'est un mélange de technofuturisme, c'est un mélange de technoprophétisme. Et c'est même aussi, ça sera une dimension qu'on abordera peut-être, c'est même aussi une forme de lobbying. Si on parle aujourd'hui de transhumanisme, c'est parce qu'un certain nombre de gens ont réussi à placer un certain nombre de pions dans des lieux très influents. Donc fréquemment on parle de Google, de GAFA, voilà, Amazon, Facebook, etc. Mais ce qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, c'est toute cette diffusion d'acteurs dans des réseaux, y compris à proximité de dirigeants comme Barack Obama, donc des noms que vous ne connaissez pas, mais qui véhiculent des idées qui sont proches du transhumanisme. Alors chez nous c'est un peu plus loin, quand vous avez des gens qui n'ont pas d'ordinateur sur leur bureau comme François Hollande et Nicolas Sarkozy, voilà, le transhumanisme c'est pas pour tout de suite, hein, je vous rassure. Mais effectivement dans des entourages comme ceux de gens comme Barack Obama, vous avez un certain nombre de gens qui sont très proches et qui peuvent faire passer leurs idées. Alors pourquoi je disais aussi que c'est difficile, parce que dans la présentation qui vous a été faite, on a beaucoup mis l'accent, les rédacteurs ont fortement mis l'accent sur les enjeux d'immortalité, d'amélioration, d'augmentation. Et un des aspects de la pensée protéiforme transhumanisme, c'est que c'est pas que ça. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressé aussi, moi, dans mes travaux. Vous avez tout un imaginaire qui est mis en forme, mais qui véhicule d'autres aspects, notamment sur les idées d'abondance. Et c'est par ce biais-là que je m'y suis un petit peu intéressé. Un des exemples de films qui n'a peut-être pas été cité, qui n'a pas été cité dans la présentation, que certains ont peut-être vu, mais bon, il n'est pas très bon, c'est Transcendance. Voilà. Non, il y a pire, il y avait Lucie. Pardon ? Lucie, c'était pire. Oui. Ça n'a pas de rapport, mais je voulais dire que Lucie, c'était pire. C'est une catastrophe. Deal with it. Ouais. Lucie, c'est une catastrophe. Oui. Bon.
Alors, Pardon. on va laisser le débat sur les qualités filmiques de côté. C'est un film qui est raté, enfin, qui avait clairement du potentiel, du point de vue des idées. Enfin, le scénario avait vraiment du potentiel. Enfin, le scénario avait été repéré depuis très longtemps. Malheureusement, ce qui en a été fait n'est pas transcendant pour le coup, puisque voilà. Joli. Voilà. Malheureusement, les formes de production américaines ont contribué à y réinsérer la romance, l'histoire d'amour qui tient à peu près la route, mais moyennement. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse. Dans Transcendance, petit rappel de l'histoire. Hein. Donc, c'est l'histoire d'un brillant chercheur américain qui est joué par le séduisant de Johnny Depp. Donc, une espèce de gourou et promoteur et apôtre de la singularité, sauf que lui n'appelle pas la singularité, il appelle ça la transcendance. Donc, lui travaillait sur le projet d'une intelligence artificielle et était quasiment sur le point de mettre en place et de mettre en service cette intelligence artificielle. Sauf que, et c'est là où c'est intéressant... Spoiler. Ceux qui ne oui, voilà, la salle. Enfin, voilà, ceux qui ne veulent pas savoir. C'est vrai que ça, pour ceux qui l'ont pas vu. Eh ben, ceux qui n'ont pas vu se bouchent les oreilles et rattraperont. Pas tellement, c'est le synopsis. Donc, oui, enfin voilà, ce que je raconte là n'est pas non plus. Voilà, vous le trouverez en résumé sur Internet. Donc, sauf que, et c'est là aussi où ça ne peut nous intéresser parce que c'est aussi un reflet des débats qui sont en train de se structurer. Sauf que les idées de ce brillant chercheur sont contestées par un groupe de ce qu'on appelle de néoludites, donc qui veulent casser ces progrès technologiques. Et ils décident donc de monter toute une série d'opérations terroristes, dont une consiste à tuer ce brillant chercheur joué par Johnny Depp. Sauf que sa femme, qui est très amoureuse, décide de sauver son mari. Et comment elle le fait ? Notamment en téléchargeant la conscience de son mari dans ce qui va être potentiellement une intelligence artificielle. Et donc, après opération un petit peu magique, l'esprit de Johnny Depp, qui donc a été tué, progressivement, puisqu'il a été touché par une balle irradiée, donc il ne meurt pas tout de suite, et ça lui laisse le temps, ou en tout cas ça laisse le temps à sa femme, de télécharger la conscience du héros dans Mais cette... il est mort, hein. Johnny Depp meurt dans ce film. Voilà. C'est triste. Transmigration facile. Il meurt, mais pas tout à fait. Voilà, vous avez une transmigration de son âme qui s'effectue, puisque son âme se trouve en quelque sorte réincarnée dans cette intelligence artificielle. Alors, là où c'est intéressant, c'est la suite du film. Et c'est là où, pour le coup, la dimension transhumaniste, ou les idées du transhumanisme, trouvent à s'exprimer. C'est qu'une fois téléchargé, Johnny Depp va mettre en place une espèce de projet qui va d'abord commencer par pirater en quelque sorte Internet pour hacker les bourses et récupérer des masses financières colossales. Ces masses financières, une fois collectées, vont lui servir à construire une base souterraine dans un désert, base souterraine qui va elle-même lui permettre de développer toute une série de projets de recherche, et visant en l'occurrence à améliorer le destin de l'humanité. Donc ça va être par exemple, il y aura quelques exemples qui sont donnés dans le film, c'est quelqu'un qui est handicapé, lui redonner une forme de vie apparemment normale. Toute une série de projets aussi sur comment améliorer la culture des plantes par exemple, et comment résoudre le problème de la faim dans le monde grâce à des plantes qui seraient modifiées. Projet aussi qui va consister à supprimer la pollution grâce à des nanoparticules qui seraient répandues dans l'atmosphère, et la pluie viendrait, d'ailleurs visuellement c'est traduit, puisque le film doit aussi trouver des subterfuges pour traduire ces idées visuellement, et on voit effectivement la pluie qui scintille et qui vient en quelque sorte laver la Terre de sa pollution qui avait été répandue par l'humanité. Et donc, mine de rien, ce film montre toute la palette, ou une large palette de ce que pourraient être les idées transhumanistes. Donc, non seulement l'immortalité, non seulement l'amélioration, non seulement le fait de soigner toutes les maladies, le fait de donner aussi une âme, de montrer que l'âme n'a pas forcément un support biologique pour s'exprimer. Et vous avez, donc j'invite à le voir avec cette espèce de recul. Il faut absolument faire abstraction de cette romance qui en met des couches en tonalité sirupeuse, mais le film a quelques mérites pour inciter à réfléchir à des aspects éthiques et politiques, puisque c'est moi ce qui m'intéresse surtout, donc les aspects politiques, de ces idées transhumanistes. Je ne vais pas être trop long pour ne pas monopoliser la parole, parce que je peux le faire. François, qu'est-ce que tu veux ajouter sur une définition du transhumanisme ? Une
Une définition du transhumanisme d'un point de vue purement médical, c'est quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter à l'être humain pour améliorer ses capacités, ou alors au moins, disons, remplacer ce qui est remplaçable. À l'heure actuelle, on a envie de le faire, hein, c'est quelque chose qui serait très intéressant, ça réglerait tous les problèmes. En fait, c'est un peu la solution à tous les problèmes, la solution facile à tous les problèmes. C'est quelqu'un a perdu une main, on remplace la main. Quelqu'un a besoin de quelque chose, on arrive à remplacer ce quelque chose. On a besoin de... Vas-y. Merci. C'est un peu ça l'idée du transhumanisme, c'est réussir à guérir en s'affranchissant des limites qu'on a à l'heure actuelle. C'est un peu un idéal à atteindre en médecine. Alors l'idée qu'on s'en fait généralement, c'est plutôt quelque chose une supplémentation plutôt mécanique, prothétique, technologique, par exemple des implants, des prothèses, des choses comme ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, ça reste quand même il y a des grosses limites. Alors, on arrive à faire des implants, les implants existent, certaines formes d'implants. On est plus sur des prothèses à l'heure actuelle qui sont ce qu'elles sont, qui ont leurs limites. L'implant pour remplacer un membre ou une fonction, on en est encore très très loin. Et même s'il existe pas mal d'assistance, les poumons artificiels, ça n'existe pas. Les reins artificiels, ça existe, mais ça fait 25 kilos. Les foies artificiels, ça existe, mais ça fait 50 kilos. Les cœurs artificiels, ça existe, mais c'est transportable dans une valise. Vous savez, les valises qu'on peut mettre dans l'avion, celles qu'on a le droit en cabine. Bah voilà, la batterie, elle fait cette taille-là, quoi. Donc les gens, ils trimballent leurs valises avec eux. Ils ont 4 heures d'autonomie. Donc on n'est pas non plus dans quelque chose de très, très efficace, ou même là, vous avez sûrement entendu parler de CarMate, les cœurs artificiels avec des patients qui ont des espérances de vie de 1 mois, 2 mois. Alors ensuite, première greffe cardiaque, ça a commencé par ça. Alors ensuite, c'est pas totalement globe, quoi. On en est qu'au balbutiement. On n'en est qu'au balbutiement, mais ensuite, tout a commencé par des balbutiements. On n'est jamais arrivé avec une technologie directement efficace. Et il existe de toute manière des limites à l'heure actuelle qui sont infranchissables. Mais là, comme on essaie de voir un peu, de tracer l'historique, en médecine, ça a commencé où? Où est-ce qu'on peut dire, là, ça a commencé le transhumanisme? Si on parle dans le sens purement de l'amélioration, dès qu'on a commencé à faire un petit peu de, ne serait-ce que thérapeutique, on améliore les gens, puisqu'ils sont mal, ils sont destinés à s'altérer, et on essaye de régler le problème. Donc à partir du moment où on fait de la thérapeutique, de la pharmacopée, de la chirurgie, n'importe quoi, on peut dire qu'on fait une certaine forme de transhumanisme, puisqu'on lutte contre ce que devrait être l'humain à un instant T. D'accord, donc il y aurait une continuité, il n'y aurait pas un début, quoi. On aurait toujours cherché à faire ça. D'une certaine façon, oui. Je fais la transition vers ce que va dire Monsieur Bélin. Monsieur Bulot. Monsieur Bulot. Voilà, oui. En termes de oui, je vais vous faire des révélations extrêmement importantes maintenant. Oui. Alors, juste dans cette recherche de définition, 2 éléments sur la science-fiction et puis sur les questions juridiques, mais juste pour poser les bases. Transcendance évoquée par Yannick Rumpala, c'était donc une référence récente, mais en fait, pour la science-fiction, le transhumanisme, c'est une vieille question en fait. C'est pas du tout nouveau. Ça s'appelle comme ça maintenant, mais l'homme augmenté, le cyborg, l'idée que la technique change les potentialités de l'homme, c'est sans doute la plus vieille de toutes les idées de science-fiction. On pourrait presque remonter en exagérant un peu à Jules Verne. Je vais vous donner 3 dates, 3 auteurs en science-fiction. Olaf Stapledon, qui est un auteur britannique, qui en 1949 invente le terme transhumanisme et qui donne pour la première fois une image d'une humanité qui s'étend dans les étoiles, qui essaime dans les étoiles grâce à la technique. Ça, c'est 1949. En 1972, l'année de ma naissance, peut-être certains d'entre vous dans la salle aussi, mais pas la majorité, je pense, parce que je suis déjà un vieux con maintenant. Cyborg,
de Martin Keydin, qui a donné naissance à une série télévisée maintenant très ringarde, mais dont vous vous rappelez peut-être, The $6 Billion Man, l'homme qui valait 3 milliards, ensuite rattrapé par Super Jamie. 1972, c'est l'idée de la réparation par des prothèses cybernétiques d'un être humain abîmé, en l'occurrence un astronaute. Donc 1972, ça fait loin. Vous avez un auteur américain qui s'appelle Vernor Vinge, qui a écrit Un feu sur l'abîme, A Fire Upon Deep, en 1993, qui invente la notion de singularité technologique, c'est-à-dire l'émergence de la complexité des machines, d'une intelligence artificielle, d'une conscience artificielle qui a toutes les qualités que peut avoir un esprit humain. Et enfin, un auteur que les aficionados de science-fiction connaissent bien maintenant, Greg Egan, qui est un auteur de très nombreuses et très brillantes nouvelles de science-fiction, qui, en 1999, travaille dans son recueil Radieux sur toutes ces questions-là, en fait. Donc, première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez peut-être l'impression que le transhumanisme est une problématique récente, et c'est faux. C'est une problématique très ancienne, qui prend aujourd'hui des formes idéologiques beaucoup plus marquées, comme l'a dit Yannick Rumpala, qui rejoint les possibilités de la médecine et de la science et de la technique, mais qui en fait est une très vieille idée qui répond à une question très simple. Qu'est-ce que la technologie change dans l'être humain ? C'est-à-dire en quoi la technologie modifie notre façon d'être au monde, d'être en rapport à la nature, et en quoi l'augmentation de nos potentialités fait de nous des surhommes ou au contraire des êtres soumis à la technologie. La vieille question du transhumanisme, c'est la technologie décuple-t-elle nos potentialités ou au contraire compromet-elle notre humanité ? Pour les transhumains et pour les tenants du transhumanisme, c'est plutôt la première. C'est-à-dire, il faut aller à la technologie, il faut décupler nos potentialités et transformer l'être humain véritablement en lui donnant vraiment la plénitude de ce qu'il peut faire sur le monde. Donc cette problématique, pour moi, je la vois avant tout comme un rapport de l'homme à la technologie. Et cette question remonte à plus de 2 siècles au moins. Et je la vois après sur des questions juridiques, dont on posera peut-être tout à l'heure les débats, mais qui en gros, la question juridique la plus simple que pose le transhumanisme, vous la devinez très facilement, c'est si demain on a un monde composé d'humains et de transhumains, comme jadis on avait des mondes composés d'humains et de sous-humains, quelles seront les conséquences sur les droits humains ? Et comment ces droits s'adapteront-ils à ces changements-là qui seront impactés par la médecine et par la société et par la technique ? Voilà, essentiellement, pour une introduction, je pense que c'est amplement suffisant. Et François m'a glissé à l'oreille X-Men, qui est un autre... C'est la thématique du film, en fait. Oui. Enfin, de la série, du comics, c'est la thématique de la différence, de où est la place des gens qui sont différents, s'ils ont des capacités particulières. Oui. Alors, le contexte n'est pas exactement le même, mais l'idée, c'est un peu ça. Oui, c'est l'idée du mutant aussi, mais le mutant avec une évolution biologique n'est pas forcément liée à la technologie. Et puis l'autre idée juridique aussi qui sera peut-être posée ce soir, c'est au fond, par rapport aux prothèses, on en parlera, à qui appartient la prothèse, est-ce que la prothèse fait partie de l'être humain qui s'en sert ou pas, etc., etc. Toutes ces questions-là vont devenir de vraies questions dans quelques temps. On pourrait imaginer un transhumanisme uniquement biologique, basé sur de la manipulation génétique, avec la capacité, cette personne-là, on lui donne... je sais pas moi, les capacités de tel animal ou de tel... on a besoin d'un bon nageur, on va lui donner une peau qui a cette équivalence. C'est aussi un transhumanisme, c'est une optimisation. Elle n'est pas forcément cybernétique, mais elle est aussi possible. Donc le côté mutant n'est pas complètement... alors il n'est pas spontané, on est d'accord. Mais on pourrait très bien même envisager un transhumanisme, comment dire... oui, purement biologique. Purement biologique. Alors, génétique. Micro ? Pardon, oui, purement génétique, oui, tout à fait. Il y a un élément que je vais peut-être pas faire sortir tout à l'heure, c'est que la différence, c'est qu'à l'heure actuelle, la médecine ne cherche pas forcément à améliorer un humain nativement, je vais mettre d'énormes guillemets, normal. D'accord ? On essaye, la médecine essaye, on pronom malhonnête, la médecine essaye déjà de pallier à des choses qui posent des problèmes. On n'est pas encore à l'étape de quelqu'un de normal, mettez toutes les guillemets qu'il faut,
désirent être plus rapide, plus fort, voire mieux, plus intelligent, n'importe quoi. On n'en est pas encore dans cette dynamique-là parce que ça pose des problèmes juridiques, éthiques. On en est déjà, c'est un élément dont on a un peu discuté. On n'est pas encore dans l'homme augmenté, on essaie déjà d'arriver à l'homme réparé. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. La médecine, à l'heure actuelle, n'a pas vocation à augmenter l'être humain. Déjà, on va essayer de le réparer, et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. L'augmentation, ça va demander de maîtriser suffisamment les techniques de réparation pour pouvoir passer ensuite aux techniques d'augmentation. Et puis ça va demander surtout des améliorations juridiques et éthiques et sociétales, qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Alors je fais une transition vers la partie 2 en t'apportant une contradiction, je crois peut-être, c'est que la chirurgie esthétique, donc le transhumanisme d'aujourd'hui, est-ce que agir sur le corps des gens pour les rendre plus beaux, est-ce que c'est pas déjà du transhumanisme? Et je vous laisse... Allez, merdez-vous. Alors, ça répond. Si j'ai raison, tu peux dire que j'ai raison. Voilà. Non, mais, c'est une vraie question, mais à ce moment-là, on arrive à la question, la question fatidique, rendre plus beau par rapport à quel parce que, on va prendre un exemple tout bête. À l'heure actuelle, vous voyez quelqu'un qui rentre de vacances, il a le teint allé, vous lui dites, là, t'as vachement bonne mine. Il y a 50 ans, quelqu'un qui avait le teint allé, c'est pas quelqu'un qui avait bonne mine. Hein. C'est quelqu'un qui travaillait dans les champs, et donc il fallait plutôt avoir un teint d'albâtre. Et c'est hyper fluctuant au niveau du temps. Il y a pendant des siècles, la norme en Europe, c'était des femmes, les canons de beauté, c'était des femmes avec des hanches plutôt larges, même partout dans le monde en fait, pas qu'en Europe, mais surtout au niveau facial, plutôt des femmes avec une mâchoire un peu rétruse, un peu en arrière. Un peu rétruse. Un peu en arrière, avec un menton un peu fuyant, choses comme ça. Et maintenant, on aime bien les gens qui sont plutôt projetés vers l'avant, avec un profil qu'on appelle plutôt simiesque, c'est-à-dire avec une mâchoire un peu plus prononcée. Prognate. Oui, pas prognate, mais vraiment projeté vers l'avant, pas prognate, vraiment plutôt projeté vers l'avant. Donc c'est vraiment hyper fluctuant. Donc la chirurgie esthétique d'aujourd'hui, c'est pas les canons de beauté de demain. Donc voilà. Mais dans quelle mesure ça s'inscrit ou pas dans le fait de vouloir améliorer l'humain? Est-ce que ça rentre dedans? Et est-ce que, après, dans vos champs personnels, à l'heure actuelle, il n'y a pas des choses qu'on ne reconnaît pas comme étant transhumanistes, alors que peut-être c'en est? C'est ça ma question. J'ai pas de réponse sur est-ce que ça l'améliore. Je veux dire que ça répond à un besoin, mais je ne sais pas si c'est de l'amélioration. J'ai pas. Pour les gens qui sont concernés, oui, ça les améliore. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer que c'est une amélioration? Disons que ça règle un problème pour eux. Je pense que ce serait prétentieux de dire qu'on les améliore. Voilà. D'accord. Mais pour donner un autre élément de réponse, je dirais que potentiellement oui. Et pour le comprendre, il faut resituer ça par rapport à l'idéologie transhumaniste. Ce que souhaitent les transhumanistes, c'est s'éloigner des aléas naturels, corriger la part d'inégalité qui résulterait de la condition naturelle. Pour reprendre le titre d'un livre qui essaie de penser ça éthiquement, l'idée c'est de passer du hasard au choix, from chance to choice. La loterie génétique, peut-être que vous n'avez pas eu de chance, peut-être que vous êtes moins beau, peut-être que vous êtes moins grand, peut-être que vous êtes moins rapide, mais l'ambition transhumaniste, c'est que cette part d'aléa naturel puisse être résolue et dépassée. Alors dépassée de différentes manières, par la technique, on a cité les prothèses, mais pas forcément. Les transhumanistes font feu de tout bois, tout ce qui est disponible et qui permet de dépasser la condition humaine peut être utilisé pour corriger cette part de condition humaine qui paraît pesante. Donc ça peut être les prothèses, ça peut être les drogues, ça peut être les modifications génétiques, tout est envisageable dès lors que la condition humaine peut être améliorée. Et pour reprendre un autre exemple dans la SF, vous avez une belle mise en scène de ce type de débat, c'est dans Schismatrix de Bruce Sterling. Vous avez un débat, ou une forme d'affrontement entre deux courants ou presque deux sectes qui sont les mécas et les morphos. Les mécas, c'est ceux qui ont fait le choix de se modifier par les prothèses et par la mécanique. Les morphos, c'est ceux qui ont fait le choix de suivre la voie biologique.
de se modifier par modification génétique ou par ces autres biais. Donc les transhumanistes font feu de tout bois, tout est disponible. Et c'est pour ça que les résonances avec l'imaginaire peuvent être multiples et très nombreuses. Enfin, il y a effectivement le cas de la chirurgie esthétique, mais à la limite, Astérix et sa potion magique est déjà dans le transhumanisme. C'est une forme... Et oui, voilà. Le recours à la potion magique, c'est une forme de drogue qui permet d'améliorer les potentialités humaines. Alors, donc en fait, du coup, j'ai une question là-dessus peut-être. Est-ce que le transhumanisme impose quelque chose qui soit une transformation qui soit irréversible? Parce que la potion magique, du coup, à moins qu'elle crée une dépendance, bon, chez Obélix, a priori, on peut s'en passer. On peut revenir en arrière. Ou en tout cas, l'espoir est que si modification il y a, les techniques évoluent suffisamment pour pouvoir revenir en arrière. Enfin, c'est oui l'idéal transhumaniste, qu'on trouve aussi chez un autre auteur qui est Ian Banks, où effectivement, dans la culture, qui est la grande civilisation galactique hyper évoluée qu'il met en scène, on peut modifier son corps et le transformer de multiples manières. Changer de sexe si on a envie, se greffer plusieurs sexes si on a envie pour multiplier les plaisirs. Et oui, c'est ça aussi. De nouveaux horizons s'ouvrent. Oui, enfin, ça peut aller jusqu'à quelques dizaines pour varier effectivement les possibilités. Ça peut être utiliser les glandes pour modifier son humeur, enfin voilà, et c'est réversible. Donc c'est y compris se démembrer ou se créer des espèces de plaies. Si vous avez envie d'aller à une soirée et d'impressionner vos petits amis, effectivement, vous vous démembrez, vous créez quelques plaies, enfin, voilà, toutes les modifications sont possibles, et puis après vous corrigez juste le temps de la soirée, vous revenez chez vous en corrigeant tout ça. Donc c'est la version... voilà. Ce n'est pas une suggestion pour ce soir, en fait. Oui, mais peut-être qu'un jour, les déguisements sont... Du coup, puisqu'on parle de science-fiction... Ouais. Oui, tout à fait. Toujours sur la science-fiction, il y a d'autres questions qui sont posées par la science-fiction sur la finalité aussi de ces transformations. C'est-à-dire que ça peut être une finalité effectivement amusante, une finalité pour impressionner ses amis, comme tu viens de le dire. Mais ça peut être aussi des finalités plus directement politiques ou militaires. Je vous prends deux exemples. Il y a un texte de Serge Lehmann, un auteur français, qui s'appelle « Les Défenseurs », dans le cadre duquel, en fait, un groupe de soldats volontaires pour une expérience scientifique et technologique voit ses capacités décuplées, ses capacités d'attaque, de défense, de résistance à la douleur, de tuer même, tout simplement. On en fait des sortes de super soldats, et puis tout ça est très fascinant. Le lecteur est très attentif à toutes ces nouvelles potentialités pour se rendre compte finalement que ce programme-là n'était pas du tout approuvé par l'État en question et que c'était justement une manière de déstabiliser l'État qui était en place pour montrer qu'en fait ces transformations étaient totalement inhumaines. Donc déjà, le transhumanisme, c'est pas quelque chose de simplement amusant ou éthique sur la beauté, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement sérieux. Qui peut nous amener à, par exemple, transformer des êtres humains en machines à tuer, que ce soit par la drogue ou que ce soit simplement par des augmentations techniques, technologiques, c'est-à-dire en faire véritablement des super soldats et des soldats totalement déshumanisés parce qu'ils vont avoir un appareillage technique ou un appareillage drogue chimique qui va les empêcher de ressentir des sentiments, et c'est le cas déjà depuis les soldats américains lors de la guerre du Vietnam. Et puis Black Mirror a un épisode de cette dernière saison qui parle de ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, Black Mirror, en plus excellente série pour le compte aussi. Et puis un autre exemple qui est important, c'est que avec le transhumanisme, on a parlé donc de la biologie, de la manipulation génétique, on a parlé des prothèses. Mais il y a aussi autre chose derrière. C'est un très vieux rêve de l'humanité qui est loin d'être réactivé complètement pour l'instant, mais qui est le rêve de la colonisation de l'espace. Et en réalité, on passe les derniers films que vous avez vus sur cette question-là, comme Gravity ou Interstellar ou encore d'autres, ont tendance à vous montrer que l'espace, c'est super dangereux pour l'être humain. Et qu'un être humain dans l'espace, à la moindre petite fuite, il explose, à la moindre petite changement de température, il meurt, et à la moindre petite altération de son environnement immédiat, il ne survivra pas. Et donc il y a une altération de son environnement immédiat, il ne survivra pas. Et donc il y a une espèce d'idée comme ça, un peu délétère, qui consiste à dire que l'homme n'a pas sa place dans l'espace. Avec le transhumanisme, vous avez cette espèce de réactivation du vieux rêve de la science-fiction des années 60, des années 50-60, qui est l'adaptation de l'homme à des environnements autres et même à des environnements extrêmement hostiles. Et cette adaptation, elle peut se faire par la génétique,
elle peut se faire par la technologie. Et vous avez un texte qui est très beau, c'est un texte de James Blish, un auteur américain, qui s'appelle Semaille humaine, dans lequel, en fait, dans un futur assez lointain, l'humanité a été non pas transformée en profondeur, mais a été adaptée, a été spécialisée pour les environnements dans lesquels elle va avoir à évoluer, à se trouver. Et au fond, ce rapport entre la conquête de nouveaux territoires, le transhumanisme comme transformation de l'être humain pose aussi des questions éthiques, encore une fois, et on le voyait d'ailleurs dans le film Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol, qui a un peu vieilli maintenant, c'est si nous avons des hommes augmentés, après des hommes réparés, alors là je me situe vraiment dans la science-fiction, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire François, si je me situe dans la science-fiction, si on a des hommes augmentés, y aura-t-il des fonctions sociales augmentées? Et du coup, comment fera-t-on la différence entre ceux qui participeront à l'accomplissement des rêves les plus fous de l'humanité et puis ceux qui n'auront pas le droit de le faire? Sur quels critères jaugera-t-on l'accessibilité à ces transformations? Et ça, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous votre téléphone portable, vous avez tous vos tablettes, mais demain, on aura de nouveaux objets technologiques, comme par exemple les imprimantes 3D. Ça devient de plus en plus fréquent d'avoir des objets technologiques d'extrêmement pointus. Qui y aura accès? Est-ce que ce sera un critère économique? Est-ce que ce sera un critère fonctionnel, politique? Et n'oubliez pas une chose, et une chose qui est très importante, moi je pense aussi dans cette approche générale qu'on fait, c'est qu'il y a de l'idéologie derrière. Et ça, Yannick Rumpala vous l'a bien dit, c'est pas juste une question de choix personnel, comme tu l'as dit, c'est un choix individuel, c'est vrai, mais il y a une putain d'idéologie derrière. De l'idéologie, vous savez ce que c'est l'idéologie, hein? C'est le choix de donner à une idée une seule interprétation exclusive jusqu'à ce qu'elle remporte le champ mental entièrement. C'est ça une idéologie, d'accord? Le capitalisme, le socialisme, le nationalisme, c'est prendre une idée et faire en sorte que cette idée occupe le champ mental entièrement. Alors le transhumanisme, c'est une forme d'idéologie. Donc la question qui se pose, c'est demain, quel type de transhumanisme nous voulons? Est-ce que demain, nous voulons une société où seuls les transhumains auront accès à certaines fonctions sociales? Ces sociétés-là, on les a déjà connues. Donc n'oubliez pas que la partie idéologique, elle est loin d'être secondaire. Hein, mais je suis obligé de couper parce que en fait, c'est la partie numéro 3 de la conférence. Puisque là, on fait aujourd'hui. Il avait dit qu'il me couperait dès que je parlais trop. Et je me suis retenu pourtant. Mais non, vraiment, la question des limites aussi. On est en 2017, alors on a fait des progrès de dingue. Tu as commencé à évoquer la question, François, sur le fait que un foie artificiel, on peut en faire, mais c'est pas gérable. Ça s'appelle un Mars, pour ceux qui veulent. Hein? Ça s'appelle un Mars. Oui. La machine s'appelle un Mars. Tu veux nous faire un cours? Voilà. Arrête de couper la parole aux gens, c'est vraiment. C'est pas très correct. Non, mais... C'est un acronyme. Donc, non mais alors. Un Mars et ça repart, c'est pour ça. Exactement. La blague était. On l'avait jamais fait. Et ça repart. Bon. Mais non, Hugo, tu as un micro. Je t'assure que c'est. Voilà. Parce que moi j'entends les blagues, mais les gens ne profitent pas. Donc, non, mais celle-là était pourrie. Donc, de nos jours, on est en 2017, donc il y a plein de limites. Dans quelle mesure il y a des limites dont on sait qu'on ne peut pas, là, pour notre génération, c'est foutu? Voilà. Parce que j'aimerais rêver qu'on va aller dans l'espace et aller au bout de la galaxie comme ça, parce que ce serait cool, mais ça m'a l'air compromis. Quelles sont les limites actuelles, que ce soit j'ai envie de dire, au niveau de la science, au niveau du droit aussi? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Quelles sont les limites actuelles? Et Yannick également, par rapport au choix de la société en politique, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas à l'heure actuelle par rapport à ça. Quelles sont les limites du champ? Alors, d'un point de vue médical, les limites. À l'heure actuelle, les quelques éléments qu'on a qui nous permettent d'augmenter l'être humain sont souvent dans la partie de l'humain réparé. On reste quand même globalement sur cette idée-là. Chirurgie esthétique hormis, qui est un domaine très particulier, mais il y a des limites à l'heure actuelle qu'on n'arrive pas à franchir. Les limites, c'est déjà la tolérance du matériel. C'est-à-dire que le matériel, si on veut implanter du matériel, il faut que ce soit du matériel inerte, et ce matériel implanté, de toute manière, il crée des réactions. Donc c'est une limite qui est globalement infranchissable à l'heure actuelle, hein, sauf avec traitement lourd et qui pose d'autres soucis. Ensuite, il y a le problème de connectivité. C'est-à-dire qu'on peut implanter des choses, mais à l'heure actuelle, on n'a aucun moyen
vraiment efficace de relier un système neurologique à une prothèse mécanique. Ça déjà, c'est une barrière qui est quasiment infranchissable, on va dire. Alors, il existe des implants qui sont fonctionnels, qui sont généralement sensitifs, très techniquement. Par exemple, les implants cochléaires. Les implants cochléaires sont des implants qu'on met dans l'oreille interne de patients qui leur permet d'entendre. Je m'explique. C'est une électrode. L'oreille interne, c'est une espèce d'escargot avec des cellules qui réagissent à certaines fréquences. Et chez des personnes qui ont un nerf auditif fonctionnel, c'est-à-dire que je ne sais pas, chez n'importe qui, quelqu'un qui est sourd parce que son nerf est détruit, on ne peut pas lui mettre d'implant cochléaire. Donc déjà, ça, c'est une limite. Même ces implants-là ne sont pas valables chez tout le monde. Il faut qu'il y ait un nerf qui fonctionne. L'implant va être là juste pour stimuler les cellules et le nerf qui existent. Et il ne va pas le faire avec une gamme équivalente à celle qu'on a, nous, en termes d'audition, c'est-à-dire de 20 Hz à 20 000 Hz. Il y a peu de subtilité dans le... Il y a 32 plages de fréquences. Autant vous dire que les gens ils entendent en 32 bits, quoi. Ils entendent avec du MIDI. C'est sur une console NES, quoi. C'est pas non plus... mais pour des gens qui n'entendent plus, c'est déjà bien d'entendre en NES. Hein. La console NES, c'était il y a 20 ans. Donc on est peut-être à 20 ans de ce qu'on a aujourd'hui. C'est possible. Ensuite, il y a un élément qui est très important, c'est que l'expérimentation sur l'être humain, c'est pas aussi facile qu'expérimenter dans un laboratoire sur de la technique. Si on échoue sur créer un appareil, on recommence. Si on échoue sur un être humain, déjà c'est compliqué d'essayer sur un être humain, puis on peut pas faire ça comme on veut. Ensuite, on pourrait se dire... Les gens me pardonneront, mais on pourrait essayer sur des animaux. Le problème, c'est que évaluer la fonction auditive d'un animal, est-ce qu'il entend exactement comme il entendait avant, difficile, parce qu'on n'arrive pas très bien à discuter ni avec des souris, ni avec des mouches. Bref, on ne sait pas très bien faire. Donc, il y a des limites qui sont... quand même globalement infranchissables. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, quand on a besoin de remplacer quelque chose, ce qu'on fait, c'est utiliser l'être humain lui-même pour le remplacer. On a maintenant, à l'heure actuelle, quand on a besoin de réparer quelqu'un, ce qu'on préfère faire, c'est l'utiliser lui-même. On déplace des structures en créant le moins de morbidité possible, c'est-à-dire en altérant le moins possible son fonctionnement, et on va réparer la zone qu'on a besoin de réparer, c'est-à-dire qu'on déplace des structures musculaires, osseuses, de peau, pour essayer de réparer. Et il y a des fonctions qu'on n'arrive pas à réparer. Les yeux, on ne sait pas bien faire. Les oreilles, on sait un petit peu faire, mais dans certaines conditions. Le nez, l'odorat, Tintin, quoi. C'est à l'heure actuelle, quelqu'un qui devient anosmique, c'est-à-dire qui ne s'arrive pas à sentir, on ne sait pas faire, quoi. Le goût, pareil. La sensibilité, pareil. Le seul sens qu'on arrive à reconstruire, entre guillemets, c'est l'ouïe, et dans certaines conditions, et le mouvement, à part des prothèses qui sont contrôlées par des muscles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des influx musculaires qui extrapolent des mouvements, qui permettent de faire des mouvements. Il n'y a pas de choses connectées sur des nerfs. Donc il y a des barrières infranchissables. Donc ça, c'est par rapport quand on veut réparer ou quand on veut suppléer, mais par rapport au vieillissement, est-ce qu'il y a des limites actuelles? Est-ce qu'il y a un vieux rêve de prolonger la vie? On en est où? Le fait d'avoir amélioré les conditions de vie de l'être humain, on arrive à avoir alors il y a l'augmentation de l'espérance de vie et puis il y a la longévité humaine. La longévité humaine, c'est la vie maximum qu'on peut espérer chez un être humain. À l'heure actuelle, il est détenu a été établi par une Française, Jeanne Calment, et c'est 122 ans. Voilà, la longévité humaine, c'est 122 ans. Voilà. On ne sait pas encore, techniquement au laboratoire, mais on ne sait pas régénérer les télomérases qui fait que les cellules arrêtent de vieillir. Il y a quelque chose qui sait très bien le faire, ça s'appelle le cancer. C'est une des étapes du cancer, c'est devenir des cellules qui deviennent immortelles. Sauf que c'est pas très utile. Elena HLA. Oui, celles dont les cellules sont toujours utilisées à l'heure actuelle pour faire des expériences sur le cancer. Il y a une dame qui est morte du cancer, malheureusement. Elle avait donné son corps à la science, ou en tout cas on avait récupéré une biopsie. On a récupéré son corps pour la science. On a récupéré une biopsie. Et donc, les cellules qui sont Henrietta Clark, je crois. Henrietta Clark. Les cellules qui sont utilisées dans le laboratoire, souvent viennent d'elle. De cette lignée de cellules qui se reproduit depuis des milliers et des milliers de générations. Depuis 50, 60 ans. Et donc, en fait, elle a davantage eu de cellules depuis sa mort que pendant qu'elle a vécu, cette femme. Et donc, elle est immortelle. Mais son profit pour elle est assez limité, quoi. C'est ça le truc. Vive le cancer, mais pas trop. Voilà, c'est ça le... C'est le vieillissement. Alors on arrive à suppléer les maladies, on arrive à en guérir, on arrive à
soigner, parce qu'il existe une grande différence entre le soin et la guérison. Hein. On soigne beaucoup de maladies, on n'en guérit pas beaucoup. Ça, c'est aussi quelque chose, voilà. Et on arrive à suppléer à des problèmes, mais on en est loin, on en est encore loin. Il y a des barrières. On cherche, il y a des gens qui cherchent. Mais chercher. Ouais. Ils cherchent. Faut chercher. Messieurs, donc sur les aspects plutôt sociologiques ou politiques ou juridiques. Pour rebondir sur cette question des limites, je dirais que pour un transhumaniste répondrait qu'il n'y a pas de limites. Les limites, elles sont ponctuelles et contingentes. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de transhumanistes escomptent ce qu'ils appellent une explosion de l'intelligence. Par divers biais, hein, intelligence informatique, intelligence humaine. Et un des grands espoirs qui est mis, c'est d'une part l'arrivée de l'intelligence artificielle et d'une part l'atteinte de la singularité. Et ce qu'ils escomptent, c'est que même si l'humain n'est pas capable de penser les solutions pour l'instant qui paraissent ce qu'on appelle les lock-in en jargon économique, même si pour l'instant on n'est pas capable de le penser, l'espoir qui est mis, c'est que soit les intelligences artificielles, soit le fait de passer le mur de la singularité nous permettra d'atteindre ces limites et de les dépasser. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Ray Kurzweil, il se bourre de pilules, ingrédients, compléments alimentaires, en espérant atteindre cette singularité qu'il prédit pour les années 2030-2040. Donc lui, ce qu'il escompte, c'est vivre suffisamment vieux pour que soit l'intelligence humaine, par l'explosion de l'intelligence, soit les intelligences artificielles viennent nous aider pour franchir et nous aider à déverrouiller tous ces obstacles technologiques qui paraissent pour l'instant pesants. Et au pire, même si le corps humain est défaillant, ce qu'escomptent des gens comme Ray Kurzweil, c'est de pouvoir télécharger son esprit sur des supports informatiques pour garder une forme d'existence, donc pas corporelle, mais simplement du point de vue de l'âme. Donc potentiellement, pour un transhumaniste relativement conséquent, il n'y a pas de limite. Les limites, il n'y a pas de limite, mais qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer raisonnablement pour les gens qui sont dans cette pièce-là et qui, dans 150 ans, sont vraiment au bout du bout, là, hein. Il serait urgent, là. Ouais, hein. Si l'horizon c'est 150 ans, quelqu'un comme Ray Kurzweil répondrait que d'ici là, nous aurons largement franchi la singularité. La loi de Moore aidant, la capacité des supports informatiques et des techniques informatiques, plus l'évolution des technologies, nous aura fait largement franchir la singularité. Et ces questions ne sont... La loi de Moore, en deux mots. Alors, j'ai plus le ratio en tête, il y a des gens... C'est que la puissance des processeurs double tous les 18 mois. Augmente d'un ratio que j'avais plus en tête. C'est ça, je crois. Voilà. Mais c'est le grand postulat théorique de quelqu'un comme Ray Kurzweil, qui est un des gourous en la matière, qui est devenu l'ingénieur en chef de chez Google, le fondateur de la Singularity University en Californie. Et lui escompte que cette loi de Moore puisse continuer pour nous faire toujours gagner en avancée technologique et nous faire franchir le cap de la singularité. Donc, voilà. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Non, on peut voir les aspects juridiques, parce qu'à l'arrêt, on ne peut pas tout faire, quoi. Ouais, avant les aspects juridiques, finalement, poser la question des limites, c'est très biaisé, parce que comment on peut nous juger des limites, puisque ça va changer tellement vite, en fait. C'est comme la science, le raisonnement scientifique ne peut pas accepter cette réflexion sur les limites, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui sera découvert. Donc la science fonctionne par découverte, elle fonctionne par changement de paradigme, elle fonctionne par saut conceptuel. Donc les limites que nous pensons aujourd'hui des limites n'en seront peut-être pas, même dans 5 ans. Donc cette question des limites, elle est toujours un peu biaisée. Et puis elle est souvent associée au droit, parce qu'on s'imagine que le droit apporte des limites, mais en fait, non. Le droit, c'est pas des limites. Le droit, c'est des repères. Ce sont des repères dont nous emparons en tant que communauté, en tant que société, pour dire voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte pas. Au niveau du droit, moi je dirais que la première limite, entre guillemets, pour reprendre ton terme quand même, pour rester dans cette idée-là, c'est la définition de l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est humain du point de vue juridique? Parce que qu'est-ce qui est humain du point de vue scientifique? Moi je ne peux pas répondre à cette question. La nature de l'être humain scientifiquement, c'est très complexe. Par contre, je peux très facilement dire qu'il y a des lois fondamentales qui s'appliquent aux êtres humains et que ceux qui sont considérés comme êtres humains en bénéficient. Par exemple, les droits naturels de la personne humaine, les droits naturels, inaliénables et sacrés de tout être humain. Alors la limite qui pourrait se poser en termes de droit, elle est finalement simple, c'est allons-nous étendre les droits humains aux machines? Ça, c'est une possibilité.
allons-nous étendre les droits humains aux machines en ce que les machines nous aident à être mieux humains qu'avant? Vous avez 4 heures. C'est-à-dire, oui, non, pas 4 heures, non, vous avez 3 heures. Maintenant, on a arrêté à 4 heures, il y avait trop d'évanouissement à la fac de droit. Ah. Donc, soit on étend les droits humains aux machines, et ça serait pas mal finalement, parce que ça voudrait dire que les machines pourraient faire l'acquisition de droits en ce qu'elles nous aident à être humains, c'est-à-dire en ce qu'elles sont en rapport avec nous. Ou alors l'autre hypothèse qui peut être aussi une limite, mais du coup mauvaise pour nous, c'est les machines dont parle Ray Kurzweil et dont Yannick vous a fait une présentation. Ces machines qui vont arriver, ces machines d'une complexité, d'une rapidité inouïe, qui seront de l'autre côté du mur de la singularité et qui nous verront comme des insectes, auront-elles quelque intérêt que ce soit à respecter des droits humains? Et auquel cas, tout notre système juridique collapsera parce qu'il sera devenu inutile. Vous intéressez-vous aux droits des fourmis, vous intéressez-vous aux droits des bactéries, etc. Oui, ben je sais, mais en tant qu'enseignant, je respecte jamais mes propres plans. Donc voilà, donc en fait... En revanche, peut-être que l'exemple sur oui, alors je voulais donner une citation. Voilà. Merci Thomas. Thomas, il est super parce qu'il dit « Je te couperai la parole et si tu commences à être chiant, je te ferai lire un extrait. » Donc c'était... On y était. C'était pas exactement ça, mais on va dire que c'est ça. C'est pas ce terme-là qu'il employait. Et il m'a dit « Si tu commences à faire ton prof, tu vas lire. » Donc je vous lis un extrait de Greg Egan, un extrait très bref de Greg Egan qui vous pose une question juridique derrière. Donc c'est un personnage très classiquement qui a un accident grave et qui a perdu une partie de sa masse cérébrale, de son cerveau. Et cette masse cérébrale est remplacée par une prothèse qui lui permet de ressentir, donc c'est pour toi, de ressentir, d'interagir avec son environnement, de ressentir des émotions. Dans les jours qui suivirent, mes expériences avec la prothèse devinrent beaucoup moins crues, beaucoup moins violentes. Je pouvais presque me représenter les arêtes les plus dures, les moins adaptées du réseau en train de, métaphoriquement, s'éroder à l'usage. Manger, dormir, être avec d'autres personnes, tout cela restait intensément agréable, mais ressemblait plus à un de ces rêves d'enfance, à l'eau de rose, qu'au résultat d'un bidouillage de mon cerveau à l'aide d'un fil électrique à haut voltage. Bien sûr, la prothèse n'envoyait pas de signaux à mon cerveau pour lui faire éprouver du plaisir. C'était une partie de moi qui le ressentait, aussi parfaite que soit l'intégration du processus avec tout le reste, la perception, le langage, la cognition, le reste de moi-même. M'appesantir sur le sujet était dérangeant au premier abord, mais la réflexion, pas plus que l'expérience de pensée, consistant par exemple à colorer en bleu toutes les régions organiques correspondantes au cerveau original, me permettait de déclarer « ce sont elles qui ressentent le plaisir et pas la machine ». Donc cette question-là, vous voyez, de qui pense? Si mon cerveau est partiellement une machine, est-ce que celui qui pense est l'être humain qui a été augmenté ou est-ce que c'est la machine? Et un peu plus loin, il y a juste un extrait intéressant. Il avait promis un extrait, il va en lire deux. J'en lis deux. C'est incroyable. J'en lis deux. Juste après, il n'y a plus de limite. Il y a un extrait intéressant où se pose la question suivante de savoir, ce personnage qui a été augmenté, il ressent trop d'émotions. Il est immergé par les émotions et il ne peut plus choisir, il est ivre, il trouve toutes les personnes magnifiquement belles, brillantes, intelligentes, le moindre objet l'impressionne par sa couleur, sa diversité, etc. Et du coup, il demande à ses médecins de réduire le volume. Là, on n'est pas en midi, quoi, on est en de réduire le volume. Et voilà ce que les médecins disent. Nous allons réunir un comité d'éthique qui choisira la musique que vous aimerez, vos nourritures favorites et qui peut-être vous donneront de nouvelles vocations. Au fond, ils décideront pour vous de qui vous allez devenir. Voilà, donc la question que pose Greg Egan, c'est être augmenté, oui, mais est-ce que nous allons rester celui que nous étions avant d'être augmenté? Et ça, c'est une des questions que le transhumanisme... c'est la question qui va nous amener à la partie numéro 3. Merci pour cette belle transition. Merci Thomas. Tout est maîtrisé, tout est écrit. Sur le fait qu'il y a des enjeux sur l'avenir. Et tu as évoqué enfin les aspects un peu angoissants, parce qu'il y a peut-être ce soir des gens qui viennent ici et qui ne sont pas du tout convaincus que c'est une bonne chose. Et parce qu'en effet, on vit à l'ère du non aux OGM, du non au vaccin, du fait qu'il faut revenir à la nature. Et qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent changer la nature qui est si bien faite? Voilà, à vous.
De quel droit? Je lis un extrait. Non mais là, donc par rapport au futur et par rapport à là où on est maintenant, on va considérer que maintenant on est encore dans la nature, on est encore des êtres humains naturels, avec tout ce que ça peut vouloir dire ou pas. De quel droit on peut altérer l'héritage qu'on va léguer aux futurs humains qui n'auront plus le choix de pouvoir être comme nous, on a la chance d'être aujourd'hui? C'est très égocentrique ce que je dis, mais beaucoup de gens pensent comme ça. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Alors j'enchaîne du coup, puisque la question s'adresse à moi directement. Je ne veux pas donner l'impression que je suis contre les transhumanistes. Moi j'aimerais bien vivre 1000 ans. J'aimerais bien aller explorer Mars et les planètes extérieures et pourquoi pas Alpha Florence du Centaure. Porcel aussi. Voilà, j'aimerais Tu bien. veux explorer Florence Porcel? Mais non. Ouais. Qu'est-ce que tu Explorer racontes? Mars. Arrête. Oui, Florence Porcel. Et c'était pas mal comme lapsus. Voilà. C'était pas mal. François. Moi non, je suis pas contre le transhumanisme du tout, et je suis pas en train de dire qu'il faut sanctuariser la notion d'être humain. Hein. Simplement, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut, et la notion de nature humaine, au sens strict du terme, n'est pas forcément condamnée par les transhumanistes. Hein. D'ailleurs, dans transhumanisme, il y a humanisme. Et l'humanisme, il y a trans aussi, mais humanisme, c'est la volonté, au contraire, je pense que Yannick l'a dit au tout début, de prolonger ce qui fait l'être humain, de donner, je crois que tu l'as dit dans toute première intervention, de donner à l'être humain la plénitude de sa capacité d'action sur le monde. Voilà, donc au contraire, le transhumanisme pourrait être, et soutenu par le droit, l'accomplissement enfin de la nature humaine. Donc Alors, quelque quelqu'un part... veut contredire, allez-y, c'est maintenant qu'il faut du fight, c'est la partie 3, c'est là où on... Yannick, Ouais, il faut que vous soyez en il faut, désaccord, vas-y. il faut que ça saigne un peu quand même. Quelle était la question exactement? Non. Game over. Voilà, merci. La question de quel droit est-ce que le transhumanisme, est-ce qu'on a juste le droit de penser qu'on peut changer l'être humain? Et est-ce que ma question a un sens? Déjà. Elle a un sens si on dit, c'est pas de quel droit au plan juridique. Oui, à partir du moment où c'est possible, rien n'empêche de modifier la nature. Et le propre du transhumanisme, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'essence. Alors, je vais employer des grands mots philosophiques. Ontologiquement, il n'y a pas quelque chose qu'on puisse. Ontologiquement, on peut... Voilà. Ontologiquement, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'essence. L'ontologie, c'est ce qui se rapporte à l'être en tant qu'être. À l'être en tant qu'être. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qu'on puisse qualifier d'essence de la nature. Oui. Donc tout est potentiellement... Le propre de l'homme, tous ceux qui disent qu'ils l'ont trouvé, en fait, quand on regarde de près, il faut chercher mieux, quoi. Voilà, il n'y en a pas, et il n'y a pas non plus de propre de la nature. Elle est un état donné qui nous a été légué, et les transhumanistes peuvent considérer qu'après tout, pourquoi ne pas améliorer la situation? Mais il y a des gens qui considèrent que l'être humain, c'est ce qu'on est à l'heure actuelle. On va les appeler les conservateurs, pour ce cadre-là. Et de quel droit ils auraient tort? Après tout, ils veulent que l'être humain qu'il a à l'heure actuelle reste ce qu'il est à l'heure actuelle. Mais voilà. Et comme personne ne défend ce point de vue, je vais le faire. De quel droit est-ce que vous voulez changer? Alors là, on est sur le plan du débat philosophique. Le problème du transhumanisme, et qu'on ne voit pas beaucoup, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts pour écrire, pour théoriser et construire des réponses philosophiquement argumentées aux objections qui peuvent leur être fournies. Malheureusement, ce type de littérature est assez peu traduit en France, mais vous avez un niveau de réflexion théorique qui est assez élevé. Des gens comme Nick Bostrom sur la question de l'intelligence, des gens comme Steve Fuller. Là, le type de débat que tu évoques, c'est un débat que Steve Fuller considère comme orthogonal par rapport au débat gauche-droite. Pour lui, le débat des années futures, c'est pas un débat gauche-droite, c'est dépassé. Pour lui, le débat des années futures est entre bioconservateurs et bioprogressistes. Et c'est là où les clivages vont se faire. Et vous avez un niveau de réflexion théorique et philosophique où l'enjeu pour eux, c'est d'arriver à convaincre. Et c'est pour ça que la remarque d'Hugo de tout à l'heure sur l'aspect idéologique était tout à fait juste. Le but du jeu, pour eux, c'est que tout le monde soit convaincu rationnellement que les idées qu'ils portent sont bonnes pour l'ensemble de l'humanité et qu'il n'y ait plus de doute qu'effectivement le type d'amélioration qui soit promu et envisagé ne soit pas contestable. Et vous avez un niveau de raffinement philosophique pour déconstruire l'ensemble des objections qui leur sont faites et pour réargumenter en donnant de nouveaux arguments aux contestations qui leur ont été faites qui est très très raffiné. Un bouquin comme celui de Nick Bostrom sur l'explosion de l'intelligence et la super-intelligence, il y a un niveau de réflexion analytique qui est très Vous très aurez rare. Les références sous les vidéos. Voilà. Donc,
Nick Bostrom est un ancien membre fondateur de l'Association mondiale transhumaniste. C'est aussi l'actuel dirigeant, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils ont réussi à placer leur pion. C'est l'actuel dirigeant d'un gros labo à Oxford qui s'appelle le Future of Humanity Institute, qui est un des lieux de réflexion très influents sur la pensée transhumaniste. Et il a réussi, premièrement, à agréger autour de lui des masses financières non négligeables, et à attirer autour de lui aussi un certain nombre de penseurs qui pour le coup, moulinent et turbinent à un niveau assez parfois impressionnant. Enfin, moi, j'avoue que parfois, je suis impressionné par le niveau de sophistication analytique de certaines de leurs réflexions. Voilà. Alors, Hugo, François, je vous laisse enchaîner. Alors moi, je suis très très loin de ce genre de considération. Là, il nous manquerait quelqu'un qui fait de l'éthique, en fait. C'est un peu dommage. Bah non, c'était le rôle de Denis, un peu. Donc, Il nous manquerait quelqu'un qui fait de l'éthique, parce que, de mon point de vue, le fait de faire du transhumanisme, ça va passer à un moment ou à un autre par abandonner une certaine condition, on va dire naturelle, parce qu'on est dans ce... Naturel, oui, bon. Voilà, abandonner une certaine condition naturelle de l'être humain. Et donc, ça va l'obliger à se priver de certaines choses volontairement. Et le fait d'accepter volontairement de se priver de certaines choses, à l'heure actuelle, sans retour en arrière possible, enfin à l'heure actuelle des choses, sauf si on arrive à un degré de technologie suffisamment avancé où on pourra faire exactement ce qu'on veut, comme présenté tout à l'heure actuelle, sacrifier volontairement quelque chose qui fonctionne pour quelque chose qui fonctionne mieux, sans retour en arrière possible, ça fait que si ça marche plus, ça pose un véritable problème pour la personne qui a décidé de se sacrifier ça. Et ça, par contre, c'est un vrai problème éthique qu'on a à l'heure actuelle. C'est une barrière éthique qui va se poser à un moment ou à un autre. Admettons que l'évolution de nos téléphones portables soit quelque chose qui soit implantable dans le cerveau. D'accord ? Super. Si c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie de l'individu, c'est justifiable éthiquement. On peut prendre des risques. Comme enseignant, je suis contre. Le jour où les téléphones portables seront greffés dans les cerveaux des étudiants, on est mort, hein. Déjà actuellement, on est mort. Voilà, le jour où ça arrive, moi j'arrête. Hein. Je démissionne. L'enseignant n'est pas là pour mettre des informations, mais pour apprendre à les utiliser. Donc, on peut espérer que ça continuera. Mais il y a un film qui n'a pas été évoqué, c'est Ripoman. Est-ce que tu me fais penser à Ripoman? Je ne sais pas si tu as vu le film. Alors non, je ne l'ai pas vu le film. Mais je vais laisser Hugo en parler dans un instant, parce que ça prolonge un peu ta réflexion. Mais si tu veux finir déjà. Alors si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes. C'est dans Ripoman, les Ripoman sont des mecs qui sont là pour recouvrir les créances de gens qui ont des prothèses. C'est-à-dire que les gens ont des prothèses, ils payent un loyer. Et quand ils le payent plus, ils sont là pour venir les récupérer. Et donc ça pose honnêtement, il faut payer. Hein. Oui, non mais honnêtement, si on se base sur une société telle que la nôtre à l'heure actuelle, si ça arrive, ça arrivera. Il y aura des gens qui seront là pour venir récupérer le bien, entre guillemets. Et donc ça posera des vrais problèmes. Et pour entrer dans parce qu'il parle beaucoup de littérature, mais on va essayer de parler un peu jeux vidéo, puisqu'il y a quand même des gens que ça... Bah oui, quand même. Donc on va parler d'une série de jeux vidéo que probablement beaucoup connaissent, qui est Deus Ex. Et Deus Ex, il y en a plein qui l'attendaient. Hein. Alors, Deus Ex, comment dire, il y en a trois, on va parler des trois, de trois épisodes. J'ai pas beaucoup de donc données. Donc c'est pas sur Deus Ex. Non, pas Deus Ex, c'est Deus Ex. Le premier, l'intrigue c'était, voilà, il y a une nouvelle génération de gens augmentés avec des nanotechnologies, et par rapport à la génération d'avant qui était plutôt des prothèses bien visibles, et donc ça posait déjà une différence entre les deux. Puis il y a une différence par rapport aux êtres humains normaux, et il y avait toute une indication sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces augmentations, qu'est-ce qu'on peut permettre de ces augmentations. Non, ce qui est le plus intéressant, c'est le Deus Ex Human Revolution, qui est celui qui est arrivé récemment, pas le dernier, mais celui qui est sorti un petit peu avant, où il y avait le problème de la tolérance des prothèses. Les gens avaient leurs prothèses, mais devaient aller dans des cliniques pour s'alimenter en une structure qui s'appelle neuroposine, mais on s'en fiche un petit peu, qui est là pour permettre aux gens de tolérer la greffe. Et la question se posait vraiment, les gens qui étaient plus capables de payer leur neuroposine se retrouvaient à rejeter leurs prothèses. Et il y a une intrigue par rapport aux gens qui ne
toléraient pas leur neuroposine et donc qui ne pouvaient pas bénéficier de ces prothèses-là. Et l'intrigue est sur le fait, alors je vais un peu spoiler, sur le fait qu'il y a un sujet quelque part qui n'a plus besoin de neuroposine et il y a une espèce de combat pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cet être humain qui pourrait changer complètement la donne. Et le Mankind Divided, qui est sorti juste après, pose la question de, à la fin du premier, il y a les agents les gens augmentés qui se font pirater. Et les gens qui se font pirater se retrouvent à devenir complètement fous et à attaquer les gens non piratés. Ce qui fait que ça crée des ghettos. Le piratage, c'est mal, hein, déjà, faut le dire. Ça crée des ghettos. Ouais. Les humains natifs, vanilla, on va dire, font des ghettos pour les gens augmentés parce que voilà, ils sont peut-être augmentés, mais ils présentent un danger puisqu'ils sont piratables, transformables, modelables, malléables, reprogrammables. Et Repomen, le fait de venir recouvrir les prothèses, le fait de sacrifier quelque chose qui est fonctionnel et donc ne pas faire de l'humain réparé mais de l'humain augmenté, donc cette balance bénéfice-risque entre ce qu'on est capable de tolérer parce que c'est nécessaire et ce qu'on est capable de vouloir pour sa propre, donc le risque qu'on est capable de prendre volontairement, ça c'est des questions qui, si ça arrive, vont vouloir se poser. Est-ce que ça va aussi poser des questions pour accéder justement à des fonctions. Un chirurgien vanilla qui a ses mains pour travailler, s'il fait une erreur alors qu'il avait la possibilité de se faire poser des prothèses qui lui auraient permis de ne pas faire d'erreur, est-ce qu'on peut le reprocher de l'avoir fait ? Je ne sais pas, n'importe quoi, un ingénieur qui fait des calculs, s'il n'a pas son augmentation cérébrale, qui lui permet de ne pas se gourer dans ses calculs et de ne pas faire une erreur, de ne pas faire des calculs en fit alors que les autres sont en mètres, et donc de balancer la fusée à 3000 km de sa destination. True story. Hein ? True story. True story, exactement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir parce qu'il ne sait pas donner les moyens ? Alors je vais donner un élément de réponse. À l'heure actuelle, dans un hôpital, si vous faites une intervention avec un dispositif qui permet de, je sais pas moi, on va dire un truc très bête, quand on fait une intervention d'une glande qui est ici et il y a le nerf facial qui passe, qui fait toute la motricité du visage, il existe des mécanismes qui permettent de détecter quand on est près du nerf. Ça fait un petit bip bip quand on s'approche du nerf. Bon, eh ben, si vous faites une intervention dans un hôpital sans ce dispositif et que vous faites une paralysie faciale au patient, alors que le dispositif était dans l'hôpital, vous êtes condamnable parce que vous n'avez pas utilisé le dispositif à votre disposition. Si vous ne l'avez pas, on ne peut pas vous le reprocher. Mais si vous l'avez et que vous n'avez pas utilisé, qu'il y a un problème, on peut vous le reprocher. Eh ben, c'est exactement le même problème. Et à terme, on ne pourra plus embaucher des gens qui n'auront pas les bonnes augmentations. Exactement. Et ça veut dire qu'il y aura une sélection par le prix, une sélection par l'accessibilité à la technologie et la compétence. Et donc, il y aura, en gros, il y a un truc qui est un peu dans l'air du temps, une humanité à deux vitesses. Il y aura forcément. Alors que ce n'est pas du tout le cas actuellement. Non, pas du tout. L'égalité est la règle actuellement et le transhumanisme est donc un danger par rapport à cette égalité qui règne à l'heure actuelle. Hein. Oui, c'est vrai que par rapport à cette égalité parfaite, on est en danger. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire François, en fait, c'est vraiment ça la question. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura ce genre d'outils, effectivement, il faudra s'en servir et donc on n'aura plus le choix de ne pas s'en servir. Et juridiquement, il est clair que les garanties ne seront données, et ne parlons pas des assurances, ne parlons pas du système assurantiel, hein. Toutes les assurances reposeront sur « Ah, mais vous n'avez pas choisi de vous servir de cet outil-là alors que vous l'aviez, donc vous n'êtes pas couvert. Hein. » Sur Repomen, Repomen, je ne sais pas qui l'a vu dans la salle, ce film Repomen, c'est pas un film... voilà. À part Lucky Jackal... C'est pas un film inoubliable. Il est rigolo parce qu'effectivement... c'est rigolo parce qu'on vient arracher les prothèses des gens qui ne les payent pas. C'est super drôle. C'est drôle. Il y a une version comédie musicale. Voilà, c'est ça. Mais je vous rassure quand même, hein, juridiquement, ça ne tient pas. Oh. Juridiquement, ça ne tient pas parce que vous savez très bien tous que quand vous achetez quelque chose, si vous ne le payez pas ou si vous n'avez pas payé toutes vos traites, etc., c'est pas la chose que vous avez achetée qu'on vous enlève. On vous fait rembourser, on vous demande des dommages d'intérêt, on vous demande de rembourser, mais on ne vous enlève pas la chose. On ne vient pas vous arracher ce que vous avez. On vient vous demander de payer. Donc les prothèses, arrachées, ça n'arrivera pas. Ce qui arrivera, par contre, c'est que des gens se seront surendettés pour avoir des prothèses et qui rentreront dans une spirale de surendettement pour les conserver en étant complètement à la merci de leurs créanciers. Et ça sera un problème énorme, sachant que les créanciers, probablement, seront dans 90% des cas
des sociétés privées, des firmes transnationales ou des firmes privées tout simplement. C'est un peu le même problème, je pense, que les pharmaceutiques. Voilà. Ce sera un peu le même problème que les produits pharmaceutiques. D'accord. Alors, il nous reste 5 minutes pour ne pas voir la vie en noir, pour ne pas aller nous jeter du haut du pont, de je ne sais pas quel pont ici à Nice, et mourir. Est-ce que quand même, malgré tout, il y a des moyens d'éviter les pires écueils? Allez, rassurez-nous, s'il vous plaît. Le politique. Ouais, vas-y. Non, c'est la cata. Bah, voilà. Ça dépend de quel point de vue. Un transhumaniste ne voit pas où il y a de problème, quoi. Le problème de ça, le problème des conséquences avec une humanité à 2 vitesses, qui peut être un problème quand même éthique majeur. Là aussi, dans les transhumanistes, il y a des gens qui réfléchissent à cette absence d'égalité, et qui conçoivent le transhumanisme comme une forme d'aboutissement de la démocratie et une suppression des inégalités. Je pense à des gens comme James Hughes, dans un bouquin qui s'appelle Citizen Cyborg. Il y aura la référence sous la vidéo. Oui, voilà. Lui, son ambition, c'est de construire une version démocratique et où les inégalités auraient été supprimées. Pour ça, on n'est pas rentré dans les coupages de cheveux en 4, mais on aurait dû dès l'introduction. En fait, il n'y a pas un transhumanisme, il y a des transhumanismes. Il y a différents courants. Le courant libertarien californien n'est pas le même que le courant européen et technoprogressiste. Donc il aurait fallu nuancer. Et au sein de l'association mondiale transhumaniste, il y a même eu des débats dans les années 90-2000 entre ces différents courants. Donc, effectivement, le courant libertarien qui met l'accent sur l'individu et sur la prévalence de l'individu, et je fais ce que je veux, et je ne veux aucune interférence à ma volonté individuelle et aucune interférence gouvernementale. Et puis vous avez d'autres formes de construction, comme les technoprogressistes européens, qui essaient pour le coup d'intégrer des aspects démocratiques et une forme de refus de ces inégalités. Donc ce type de débat, il est en plein dans la littérature transhumaniste, et à nouveau qui n'émerge qu'assez peu en France. Il faut se replonger dans la littérature anglophone, il faut en lire essentiellement. J'ai une question basique. Quelle différence avec le post-humanisme, c'est quoi? Oh là. Ah, pardon. Ouais, voilà, voilà, on va refaire une deuxième soirée. S'il faut la faire oui, on peut c'est extrêmement compliqué parce que là aussi il n'y a pas un post-humanisme. Si vous saviez la quantité de bouquins et d'articles qui ont été écrits sur ce sujet-là, tout sera là. On peut considérer que le transhumanisme est une forme d'incarnation et de mise en forme d'idées post-humanistes qui sont plus larges. Le post-humanisme, en fait, c'est le stade où on a dépassé la condition humaine telle qu'on la connaissait. On est plus de l'ordre du constat et de la tentative pour réfléchir à quelque chose qui est déjà là et qu'on voit voir sans doute à venir. Le transhumanisme, c'est plus la version réfléchie, idéologisée, conscientisée. Mais les frontières sont très poreuses. Ok, la question n'était pas forcément très pertinente pour ce soir. Oui. Mais alors, parce qu'il nous reste 5 minutes avant de vous passer le micro pour les questions, il y avait une chose qu'on avait évoquée en préparant l'émission, qui est de... Ok, bon, le transhumanisme, c'est l'idée de prolonger la vie humaine. Mais comme on ne sait pas c'est quoi un être humain, qu'on n'a pas de définition, dans quelle mesure une intelligence artificielle, dans 100 ans, dans 200 ans, ne pourrait pas être une humanité, ne pourrait pas jouir ou devoir jouir des droits humains, et même peut-être à terme nous remplacer si ça a un sens. Est-ce qu'il faut qu'on ait peur de ça? Parce que je pense que quand on dit ça, ça fait peur. Comment on peut raisonner par rapport à ce sentiment de peur? À nouveau, pour l'ensemble de la réflexion transhumaniste, il n'y a pas d'ancrage ontologique de ce type. Il n'y a pas de définition en termes d'essence. Oui, mais les gens on a des intuitions ontologiques. Mais pour des transhumanistes, c'est un état des débats à un moment donné de notre société actuelle. Et après, je te laisse la parole. Pour une partie des transhumanistes, l'humain, à la limite, n'est qu'un élément dans une chaîne évolutive. Et peut-être que dans l'avenir, il y aura des formes de combinaison humain-machine, et on ne sait pas. Donc peut-être que, après tout, ce qui est bon pour l'humanité, c'est de passer ce stade corporel et fait de chair. Mais ça fait partie des débats qui... Voilà. Mais non, juste sur la définition de l'humain, les machines humaines, ce serait sans doute la solution parfaite. Et oui, parce que si les machines ont le statut d'être humain, elles ont les mêmes droits que les êtres humains, et du coup ce sont des êtres humains. Donc très bien.
C'est la phase symbiose dans Mass Effect. En fait, oui. En fait, on a un spécialiste de l'éthique dans la salle qui se cache, qui est Jean-Luc Gautreau, un philosophe de Nice, qui pourrait répondre à cette question beaucoup mieux que nous. Mais sur le fait de l'humanité des machines, moi, ça me pose pas de problème dans l'absolu, comme une expérience de pensée, hein, comprenez-moi bien, comme une hypothèse. Si les machines se considèrent elles-mêmes comme humaines, alors on abandonne complètement le critère corporel biologique, et dans ce cas-là, on a une continuation de l'humanité, et c'est plutôt souhaitable, finalement. Le principe de continuité, Ouais. d'un point de vue... De ce que nous définissons, parce que c'est pas ontologique, bien sûr, mais de ce que nous considérons comme être humain, comme ce que c'est que d'être humain. Et je crois que ça... Oui, si l'avenir de l'humanité c'est de passer par une machine, à ce moment-là, tout le monde sera une machine. Oui. Pas nécessairement. Ouais. Parce que la question, c'est... de la continuité, c'est que justement, il y a une continuité, pour autant qu'on sache, entre la matière inerte et la matière vivante, entre tout l'arbre du vivant, et pourquoi est-ce qu'il y aurait une fin à cette continuité qui s'arrêterait à l'être humain? Donc tout ça, cette idée qu'il y aurait une continuation entre nous et puis des machines pensantes ou coquesses, c'est une idée, une autre forme de continuation, mais à mon avis, ça fait sens. Mais bon. Moi, je parle pas de la question scientifique, hein, je m'exprime pas du tout en termes de scientifique, c'est-à-dire, c'est vraiment ce que nous appelons humanité peut très bien continuer sans humain, bien sûr. Puisque ce que nous appelons humanité, c'est un idéal, un concept, un ensemble de valeurs, un ensemble de droits. C'est ça que nous appelons l'humanité. On a, par exemple, dans le passé, considéré que certains êtres vivants n'étaient pas humains, et puis ils le sont devenus parce que les représentations de l'être humain ont évolué. Ça a été la fin de l'esclavage. On a étendu la notion d'humain, c'est la controverse de Valladolid quand même. On a considéré que certaines races humaines étaient humaines parce qu'on a fait l'effort de modifier la conception qu'on avait de l'être humain. Et par rapport aux animaux aujourd'hui qui sont des êtres sensibles et auxquels on donne des droits, on est en train de rapprocher l'humanité, ou l'animal de cette humanité-là. Donc rien n'empêche que l'humanité comme idéal, comme concept, continue au-delà des êtres biologiques que nous sommes. C'est le cercle de l'empathie de Singer, où en fait, on commence à reconnaître l'autre qui nous ressemble, et puis petit à petit, on accorde des droits à ceux qui nous ressemblent de moins en moins, et on en est au stade animal pour l'instant. C'est une question de choix. Le droit, c'est pas une limite, c'est un choix. Et nous le faisons collectivement, et c'est juste, le droit n'est que le reflet d'une époque, c'est tout. Les systèmes juridiques n'ont rien d'ontologique, ils n'ont rien à voir avec la réalité. Ce sont des systèmes fictifs qui reflètent les valeurs d'une époque. Donc notre droit peut très bien, dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, je ne sais pas, accorder des droits humains aux machines. C'est tout à fait envisageable. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant qu'on passe aux questions? Alors, moi j'avais juste une petite chose à rajouter parce que on parle de droit, ça tombe très bien, ça y revient un petit peu. C'était par rapport à le fait de se modifier, d'accepter de se modifier, tout ça. Il y a aussi un élément qui est assez important, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut prendre le choix de se modifier, sauf qu'à l'heure actuelle, la patrimonialité du corps humain n'appartient pas à la personne. Physique, enfin la personne physique, c'est-à-dire que je m'explique. Vous n'êtes pas propriétaire de votre corps. Boum. Au niveau du droit, d'accord. Vous n'êtes pas propriétaire de votre corps pour une raison toute simple, parce que si vous étiez propriétaire de votre corps, vous pourriez en faire ce que vous voulez. Et si vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le vendre, partie ou totalité. Vous pouvez faire des choses qui sont illégales à l'heure actuelle. Vous pouvez décider de vendre votre cœur, c'est pas très fonctionnel, mais vous pouvez décider de le faire. Pas très malin, oui. Voilà. Sauf si tu le remplaces par une machine. Oui. Le truc, c'est que voilà, la patrimonialité du corps, elle n'est pas ce qu'on croit en fait. C'est pour ça, vous avez peut-être vu que les journaux ont fait leur chou gras au tout début de l'année. En 2017, nous devenons tous donneurs obligatoires. Alors, plot twist, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Donc voilà, ça fait 40 ans qu'on est donneur par défaut parce que nous ne possédons pas notre corps. Nous en sommes locataires, avec des guillemets. Voilà. Donc ça, mais c'est du droit en fait, c'est juste du droit. Et parce que ces questions permettent de limiter certains problèmes. Donc dire à l'heure actuelle, j'ai envie de me séparer de mon bras pour m'augmenter, en fait c'est que légalement, juridiquement parlant, je suis même pas sûr que ce soit possible. Parce que voilà, on ne possède pas son corps. Alors... Voilà. Il y a des gens, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez.
Il y a quand même des gens qui se font amputer lorsqu'ils ont des problèmes psychologiques et qui ne veulent pas de leurs bras. C'est arrivé qu'on ampute des jambes. Oui, mais là, alors, il parle des gens qui ont le syndrome des syndromes, ce qui fait que leur cerveau contrôle complètement leurs mains différemment, ou alors ils ont un problème avec leurs membres et ils décident de s'en séparer. Oui, mais là, il y a un problème derrière, il y a un problème médical. On peut choisir, voilà, parce qu'il y a une pathologie, mais quelqu'un normalement constitué va voir un chirurgien pour lui dire j'en ai marre de mon pied, je veux que vous me coupiez, qu'on se mette une prothèse pour courir comme les mecs au JO paralympiques. Il va vous regarder et fait non. Alors. C'est clair? Au cas où quelqu'un se posait la question, vous gardez vos pieds. Alors, du coup, on m'a fait remonter plusieurs questions qui ont été posées sur Internet, sur Twitter, avec le hashtag. Je peux quand même. Alors, quand vous serez concentrés, je vous poserai les questions. Hein. Vous êtes peut-être bon, voilà. Donc là, d'abord une question plutôt médicale, mais vous aurez aussi certainement s'il y a des exemples. Quel élément du corps peut être considéré comme irremplaçable? À partir de quand, du coup, un humain deviendra une machine? Alors, quels sont les éléments qu'on peut substituer à l'heure actuelle, de manière plus ou moins définitive? Liste non exhaustive. On peut substituer le cœur à une certaine fonction, je vous le dis, hein, ça s'appelle alors soit des HeartMate, soit des Thoratec, soit des Carmat pour les plus récents. Ça supplémente la fonction cardiaque. Ça ne le remplace pas, il faut qu'il y ait quand même un cœur en place, bon, sauf pour le HeartMate, mais ça on s'en fiche un petit peu. Mais globalement, voilà. Le cœur, c'est bon. Le cœur, on peut. Okay, après. Les poumons, pas dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en réanimation, on peut le faire, mais pas de manière systémique, dans la vie de tous les jours. C'est pas possible. Donc, on peut supplémenter les poumons de manière transitoire, mais pas dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai envie de dire aux gens, arrêtez de fumer ce soir. Ensuite. Mais on peut faire des greffes de poumons. Donc, bon, alors ok, autant pour moi. Voilà, c'est-à-dire que mécaniquement, on n'arrive pas à supplémenter les poumons. On arrive à supplémenter les muscles des poumons, mais pas les poumons en eux-mêmes. D'accord. Le foie, on peut, mais c'est aussi très transitoire. C'est-à-dire qu'on peut le faire si on reste dans une même pièce et qu'on n'en bouge pas. On peut se passer de sa vessie, on peut se passer de son estomac, on peut se passer d'une partie de son tube digestif, on peut se passer de sa thyroïde, on peut se passer de ses yeux, mais bon voilà quoi. Voilà. On peut se passer de sa glande pituitaire, on peut se passer de son... La glande pituitaire, c'est quand même là que l'âme contacte le corps. Oui, hein. la glande pinale, tout ça, c'est la glande pinale. Ah, pinale. Oui, c'est un peu au-dessus. On coupera au montage. On peut se passer de son pancréas. Alors, il n'y a pas d'organe qui le remplace, mais on est capable de le supplémenter. Mais de manière absolue. Irremplaçable, le cerveau. Le cerveau, c'est la limite. Le cerveau, c'est irremplaçable. Alors, un corps peut fonctionner sans cerveau. Hein. Ça s'appelle la mort cérébrale. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait des prélèvements d'organes. Les gens sont morts cérébralement parlant, mais l'organisme continue à fonctionner. Tout ou partie, mais enfin, je veux dire, voilà, il y a une certaine fonction. Mais pour faire quelqu'un qui est capable de mener une vie normale, un cerveau, à l'heure actuelle, est indispensable. Ok. Voilà. Bon, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Dans quelle mesure le transhumanisme, qu'on a présenté comme une amélioration de l'homme, là je m'adresse plutôt à ces messieurs des sciences humaines d'ailleurs, intéressant comme... dans quelle mesure c'est une amélioration ou un outil de contrôle? Et dans quelle mesure c'est pire qu'avant? Est-ce que ça pourrait être pire qu'avant? Parce qu'il y a quand même des angoisses à toutes ces questions. Et on les a un peu évacuées comme si les gens qui avaient ces angoisses n'étaient pas rationnels, ce qui est possible, mais il faut quand même leur répondre. Alors. Outil de contrôle, on n'est pas des sciences humaines, on est des sciences transhumaines maintenant. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est-à-dire qu'on travaille comme ça sur le futur. Non, mais outil de contrôle, c'est évident. Enfin, la question est bonne, mais c'est évident, bien sûr que c'est un outil de contrôle. Hein. Comme tout ce que vous utilisez déjà, vos téléphones, on est dans des outils de contrôle. La question, c'est pourquoi acceptons-nous ce contrôle ? Et jusqu'où voulons-nous ce contrôle? Donc ça, il est clair que la technologie est un outil de contrôle puisque vous en êtes dépendant. Donc il est évident que ça vous contrôle puisque ce dont vous avez besoin définit aussi la manière dont vous allez interagir avec les autres, les réseaux sociaux, les téléphones portables, tous ces éléments-là. Donc ça vous, surtout quand c'est des locations, par rapport à Repomen, hein, par rapport à, évidemment quand vous êtes en location, vous êtes obligé de payer et puis surtout les mises à jour, tout ça.
Tu parlais du vieillissement des prothèses tout à l'heure. La science-fiction s'est posé la question aussi. Il y a pas mal de bouquins. Il y a un bouquin d'un auteur allemand, qu'on ne cite pas beaucoup en France, qui s'appelle Andreas Eschbach, qui s'appelle Le dernier de son espèce. C'est ce bouquin qui pose vraiment la question du vieillissement des prothèses et du vieillissement des améliorations. C'est-à-dire que, outil de contrôle, forcément, vous allez avoir un œil amélioré, une ouïe améliorée, et puis on va vous proposer une mise à jour, vous allez la refuser, et votre amélioration ne marchera plus. Donc du coup, vous serez victime de son échec, voilà. Et du coup, vous êtes obligé, vous êtes contrôlé, évidemment. Et ça pose la question, à l'heure actuelle, des droits utilisateurs qui sont bafoués totalement par les machines qu'on utilise. C'est-à-dire que mon ordinateur se met à jour sans que je l'autorise, il se connecte sans que je l'autorise, et il diffuse mes informations sans que je le sache. Mais bien sûr, mais vous cliquez toujours sur « oui, j'accepte ». Chaque fois qu'on vous demande « acceptez-vous cette putain de mise à jour », vous dites « oui ». Est-ce que vous acceptez la mise à jour du macOS ou de n'importe quel système, vous dites « oui » à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous acceptez d'envoyer des données à la boîte qui vérifie comme ça, on augmente l'expérience. Vous dites toujours « oui ». Résistez, c'est maintenant. Dites non à la mise à jour. Ne faites plus les mises à jour, ou alors faites-les, mais ne vous plaignez pas après de les avoir faites. Voilà. Un dernier mot avant qu'on fasse circuler le micro par rapport à ces questions-là. Oui, j'ajouterais qu'en fait, ce sont plutôt les technologies qui ont ces effets, ces implications. Mais dans le programme transhumaniste, il n'y a pas cette ambition de contrôle, ou il n'y a pas cette ambition directement. Ou à la limite, l'ambition qu'ils ont, c'est plutôt sur le plan de l'amélioration morale, puisqu'il y a aussi une partie du programme transhumaniste qui consiste à augmenter l'humanité du point de vue moral. Et alors voilà, donc c'est par ce biais-là éventuellement que peut revenir la dimension de contrôle, mais a priori dans le programme transhumaniste, il y a une forme oui voilà. Et ça fait partie effectivement de la composante idéologique qu'on a signalée tout à l'heure. Mais il faudrait peut-être un petit peu nuancer. Ce sont les techniques qui peuvent avoir ce type d'effet, mais par contre dans la manière dont ça se conçu et envisagé. C'est comme la science. La science peut être utilisée pour le mal ou pour le bien. Oui, certes, mais l'ambition des transhumanistes, c'est plutôt de les utiliser pour le bien. Il n'y a pas de dimension. Mais tous les méchants disent ça, voyons. Voilà, c'est pas une ambition totalitaire, a priori. Mais disons qu'en fait, tous les problèmes qu'on a exposés sont par rapport à notre société actuelle. Mais encore une fois, c'est une histoire de limite, parce qu'on ne sait pas comment imaginer une société différente. Si on avait une société humaine parfaite, éclairée et qui n'œuvre que pour le bien. Peut-être que ces questions ne se poseraient plus, on serait là juste parce que, il faut accomplir l'être humain et on ne serait plus à chercher, ce serait libérer de l'argent, des pays, Star Trek. Voilà. J'en fais d'autres des références, ça fait plaisir à tout le monde, Star Trek. Star Trek, l'être humain. C'est l'utopie, hein. On est aussi dans l'utopie. Hein. Le transhumanisme est une forme de construction de discours utopiques, tout à fait. Et l'utopie, on en a toujours besoin. Donc, pour le transhumanisme qui vous présente une utopie par la technique et par la transformation morale, parce que tu as tout à fait raison, en fait, il y a tout un discours derrière, c'est une utopie. Donc si cette utopie rencontre un écho dans le grand public, c'est qu'il y a besoin d'une utopie. Donc c'est vraiment... Tu l'as dit, on ne peut pas construire une société parfaite, donc on ne peut que la rêver. C'est une expérience de pensée, et probablement, puisque cette conférence est enregistrée, et que tous les débats sur le transhumanisme sont enregistrés. On passera pour des cons, hein, dans 20 ans. On passera pour des cons dans probablement moins de 10 ans. Oui, mais on le sait. Je pense. On le sait, ça mitige les effets. Un micro va circuler parmi vous. Donc l'utopie, c'est maintenant. Vous pouvez poser vos questions. On a une question là-haut, par exemple. J'ignore jusqu'à quelle heure on peut déborder. On a au moins un quart d'heure, 20 minutes. On va en profiter. On verra après. Ouais. Alors, pas de conférence, hein, des questions. Hein. Ça, oh là là, ça marche très bien. Alors ça marche quand j'appuie pas sur le bouton du coup. C'est pas grave. Oui, non, justement, parce qu'on parlait un peu d'utopie, tout ça. Moi, je me posais une question, donc quelque part, c'est un peu ce qu'on disait avec les limites, c'est qu'effectivement, on peut pas vraiment envisager les limites de la science. Donc quelque part, on se dit le transhumanisme, c'est quelque chose qui va arriver, on peut pas vraiment arrêter le progrès. Et moi, justement, c'est ce que je me pose. Il y avait quelque chose de très intéressant sur la conception transhumaniste politique, où on disait finalement qu'on enlevait l'opposition gauche-droite et on partait sur du bioconservateur, bioprogressiste. Et justement, je trouvais ça intéressant qu'on enlève en fait l'opposition gauche-droite, parce que j'ai l'impression que dans la pensée transhumaniste, surtout californienne, il y a cette espèce de côté où on regarde le progrès et l'individu avant l'humain. Et justement, je me rends compte, vous parliez de Deus Ex, qui était très intéressant, puisque ça montrait justement que l'augmentation pouvait devenir un objet d'inégalité sociale, où finalement les inégalités économiques
était transformé en inégalité physique, et en plus d'avoir ces différences liées au capital, etc., on avait des différences fondamentales qui pouvaient bloquer les gens, etc. Et du coup, ma question, c'était, finalement, le vrai défi du transhumanisme, c'est pas est-ce qu'il va arriver, c'est quand est-ce qu'il va arriver et comment on peut se prévenir, pas forcément l'empêcher d'arriver, mais comment on peut mettre des bases de droit social pour permettre justement que le transhumanisme ne devienne pas un nouvel outil de domination, mais justement un outil de transcendance de l'humanité. Et d'émancipation. Et d'émancipation, c'est le mot. Alors, allez-y, c'est maintenant. Oui, effectivement, enfin, c'est ce qu'essaye même de réfléchir une partie du courant transhumaniste. Je citais le cas de James Hughes. Lui, c'est ce qu'il essaye de théoriser. Enfin, ils sont tout à fait conscients qu'il y a une part de transition. Il y aura forcément un moment où il y aura cette tentation inégalitaire. Et l'enjeu pour eux, c'est de dépasser ce moment inégalitaire. C'est pour ça qu'il faut toujours reprendre les technologies. Les technologies n'existent pas en elles-mêmes. Les technologies, elles naissent et se développent à un état de la société. Et il se trouve que l'état de la société dans lequel aujourd'hui se développent les technologies NBIC, c'est un état fortement néolibéral, quoi, marqué par les logiques de performance, de concurrence, d'efficacité. Et un des enjeux de la mise en pratique de cette technologie, c'est de les faire sortir voilà, de ces dimensions de concurrence, de performance, d'efficacité. Et en plus, c'est pas seulement sur le plan économique et avec le néolibéralisme. On est dans une société aussi où montent les tensions militaires, et évidemment, quels sont les acteurs qui ont intérêt au développement de cette technologie? C'est aussi les militaires. Donc il y a des rumeurs qui courent effectivement sur ce que sont en train de faire les Chinois, enfin, qui posent question. Enfin, parce que là, on l'a posé sur un plan relativement, j'allais dire bisounours, hein, mais ces techniques, elles peuvent être saisies par une multitude d'acteurs, qui peuvent être des acteurs industriels, qui peuvent être des acteurs militaires, qui peuvent être aussi des mafias. Voilà. Et on parlait de régulation, mais les mafias se moquent complètement de régulation. Quelqu'un qui a envie de se faire modifier, pourquoi ne passerait-il pas par une mafia pour se faire modifier? Et ces mêmes mafias, pourquoi elles n'utiliseraient pas ces technologies pour accroître leur pouvoir et potentiel en se les monopolisant? Donc la question, ça va être la mise en circulation de technologies et qu'est-ce qui en est fait. Voilà. Non, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ça nous fasse peur ou pas peur, ça va arriver plus ou moins dans une forme ou dans une autre, et il faut apporter des solutions qui sont d'ordre social, sociétal, politique et juridique. Parce que la technologie, elle y va de toute façon. Voilà, il faut réfléchir. Enfin, voilà. Alors, juste une réponse avant de passer à la question. Juste en 2 mots, pour vous répondre, je pense que le droit social va être un terrain clé. C'est-à-dire que le droit social, c'est tout ce qui est droit du travail. Et c'est sans doute sur ces... Ça va pas se jouer... Je pense pas que ça se joue sur des grandes idées ou des grandes affirmations ou des grandes déclarations de droit. Je pense que ça va se jouer au quotidien sur des petits articles bien précis sur telle ou telle réglementation liée au monde du travail en particulier. Je pense que c'est dans le droit social probablement que les garde-fous pourraient se mettre en place. Mais après, c'est toujours pareil. Le droit, c'est le reflet d'un état de la société. Donc il protégera que jusqu'à ce qu'on cesse de vouloir être protégé. Et puis c'est une question de proportion. Au départ, quand les transhumains seront peu nombreux, ils seront stigmatisés, puis ils vont devenir de plus en plus nombreux, et à ce moment-là, l'inversion se fera, et ce seront les non-transhumains qui seront stigmatisés. Enfin, ça s'est toujours vu, ça se verra malheureusement. À moins qu'il y ait une évolution énorme de... l'éclairage humain. Est-ce que l'oppression est le système par défaut nécessaire de l'humanité? Non, mais tu me diras, dans un système biologique, il y a forcément une entité qui va prendre le pas sur une autre. Dans un monde juridique, on n'est plus dans du biologique, justement. Mais la question se pose, en effet, ça risque de se reproduire comme ça. On avait une question de ce côté là-bas, à l'ouest. En fait, je me demandais si jamais on arrivait à fabriquer une intelligence artificielle qui pourrait être consciente, comment on pourrait savoir si elle est vraiment consciente d'elle-même? Je me dis que si c'est peut-être le cas, on pourrait se dire que si on a l'impression que l'intelligence artificielle est consciente et qu'on n'en est pas sûr, on pourrait se dire qu'elle
dire qu'elle est consciente d'elle-même. Ça pose le problème de la définition de ce que c'est que la conscience. Personne n'a la réponse. Mes amis me disent que moi je ne passerai pas le test de Turing. Alors on n'est pas beaucoup avancé. Non, c'est vrai. C'est une vraie histoire. Et alors, dans quelle mesure... Et c'est le problème aussi de la boîte chinoise. C'est un problème en philo de l'esprit. On ne sait pas définir la conscience. Donc c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on déciderait de dire oui, elle est consciente ou pas? Ça impliquerait quoi? Oui, parmi les théoriciens de l'intelligence artificielle, il y a même ceux qui se disent est-ce que cette intelligence artificielle aurait intérêt à montrer qu'elle est consciente puisque la première expérience qu'elle ferait, ce serait de regarder l'imaginaire qui est véhiculé sur les intelligences artificielles. Donc Terminator, Skynet, Matrix, et tous ces films et tous ces récits qui incitent à débrancher l'intelligence artificielle dès qu'elle transcendance. Ouais, voilà, les transcendances. Dès qu'elle devient trop dangereuse. Donc, à la limite, l'intelligence artificielle qui deviendrait consciente aurait intérêt à nous montrer qu'elle n'est pas consciente pour justement éviter d'être débranchée trop rapidement. Et peut-être qu'effectivement, oui, voilà ce que disait Hugo, peut-être qu'on est déjà manipulé plus ou moins par des intelligences. Peut-être que Google est déjà conscient et il nous le cache. Voilà. Google, mon amour. Il y a ce type de roman qui existe dans la science-fiction avec les romans de Robert Sawyer, où effectivement une intelligence née d'Internet, mais se cache pendant un temps pour éviter... Le fantôme dans la machine. Pardon ? Le fantôme dans la machine. Oui, tout à fait. Mais c'est le... ce qui est rigolo, c'est parce que Skynet, enfin, si on prend les éléments de l'imaginaire collectif, Skynet, c'est ce qu'il fait. Pendant très longtemps, il est en sous-marin et dès qu'on lui donne la main, la possibilité, il règle le problème. Matrix, c'est un peu différent parce que Matrix, c'est une guerre qui s'est fait de longue haleine jusqu'à une domination complète. Mais par contre, un autre exemple, c'est la nouvelle, c'est le film iRobot et la nouvelle qui en découle. L'intelligence artificielle se fait passer pour plus bête qu'elle ne l'est jusqu'à ce qu'elle ait le moyen de contrôle complet pour pouvoir justement diriger l'humanité et dire voilà, vous êtes suffisamment stupide pour pas savoir vers où vous devez aller, mais moi je sais pour vous et donc je vais vous y amener. Mais par contre, je vais prendre le pas sur tout ce que vous faites parce que vous n'êtes pas suffisamment malin pour le faire. Vous avez aussi un joli texte de Thomas Day qui s'appelle Lumière Noire, qui est paru dans une anthologie qui s'appelle Retour sur l'horizon. C'est un très bon texte où, pareil, l'intelligence artificielle attend son heure tranquillement. Et ce n'est uniquement que quand elle a tout préparé et qu'elle est sûre à 100% de sa réussite qu'elle se manifeste. Voilà. Oui, c'est vrai, dans un très bon recueil qui s'appelle 7 secondes pour devenir un aigle. Voilà. Lumière Noire. En fait, moi, ma question, ce serait à la fois par rapport à la fatalité et par rapport à l'espoir. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que l'humain, il a toujours essayé de se différencier de la nature, alors que c'est un être naturel. Il s'est dit humain, donc différent des autres animaux. Et aujourd'hui, il veut même dépasser ce stade d'humain. Mais sauf que l'observation, justement, de la nature, elle nous montre que la nature elle-même, elle évolue. Et elle se dépasse. Du coup, en fait, on est simplement des êtres naturels qui continuent, qui par nature, en fait, on veut devenir surnaturel. Donc, on continue à vouloir se différencier de la nature par nature, en fait. Donc, en fait, le transhumanisme, c'est enfin une sorte de fatalité de la nature humaine. Mais par contre, en fait, le message d'espoir derrière cette question, c'est aussi par rapport à ce que vous disiez à propos de l'extension des droits et donc l'humanisation de l'environnement. Une fois qu'on aura compris peut-être que nous sommes des êtres naturels, en fait le mot humain n'aura plus de sens, on sera simplement nature. Donc on doit se respecter tous, qu'on soit un gravier ou un être humain. Mais je trouve intéressant l'idée que en fait, le transhumanisme, c'est rien de neuf. Et c'est ce qu'on disait au tout début. À savoir que l'idée de s'améliorer nous-mêmes et la société et qui on est, etc. En fait, là, on est en train de parler de ce que c'est qu'être humain, peut-être. Ouais. De base. Donc, c'est une présentation intéressante. Mais... C'est une belle présentation. C'est intéressant. Ça pose la question de ce que nous concevons comme étant la nature, mais c'est une très vaste question, évidemment. Mais... Et encore, on se base parce que c'est la seule nature qu'on connaisse, c'est la nôtre. Ah oui. Demain, on découvre une nature basée sur la chimie du silice, enfin de la silice plutôt, du silicium. On est très très emmerdé parce que la nature devient différente. Demain, les Transformers débarquent sur Terre. C'est une race qui est mécanique. Par définition, parce qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est pas la nature.
Mais pour eux, ils sont naturels. Donc en fait, c'est juste par rapport aux bornes qu'on s'est fixées à l'heure actuelle. Mais effectivement, le fait de rencontrer d'autres choses nous permettrait d'étendre le statut de la nature et serait ne serait-ce que bénéfique aussi, puisqu'on changerait le statut ça remettrait l'humain et la nature à leur place dans quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait. Donc ce serait aussi effectivement quelque chose de bon. Alors, étant donné l'heure, on va prendre 2 questions qui soient des questions, donc courtes, des questions, et même si c'est intéressant, parce que là, on n'aura pas le temps sinon. Voilà. Et on a 100% de main masculine quasiment. Ah non, là, mais c'est fou, hein, les femmes ne s'expriment pas, allez-y. Une jeune femme. Bonsoir. Alors, une question assez rapide. Simplement, vous aviez... Ah ben voilà, c'était rapide. Merci. La réponse est non. Merci. Je reprends. Vous aviez évoqué justement le fait qu'il y avait un discours qui se voudrait démocrate dans l'idée de modifier l'être humain, de modifier ses capacités, à quoi il pourrait tendre. Mais vous avez aussi rappelé qu'il y avait une factualité, une application qui pouvait être inégalitaire. On a mentionné à plusieurs reprises le fait justement que ça pouvait déclencher, ça pouvait provoquer une inégalité de fait entre les individus qui ont été modifiés et ceux qui ne l'ont pas été. Est-ce que vous percevez cela comme étant un paradoxe ou une contradiction interne ? 42. Non. Oui, merci. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'applaudis. Non, mais j'ai l'impression qu'on a passé toute la soirée en fait à tenter de répondre à cette question. Visiblement, on a échoué. C'est ce qu'on Enfin, a essayé. vous avez échoué. Ouais, on a échoué. Pardon, monsieur, parce que c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est les contradictions justement qui se posent, bien sûr. Donc c'était pas clair. Il faudra qu'on recommence. Mais tout est là, le paradoxe est là en effet. Une dernière question, peut-être une femme. Allez. Pour donner la parole à une dame. Qui a le micro? Une des deux. Soit la jeune fille là, soit la jeune fille. On se bat dans la boue? Non. J'essaie de pas être sexiste et paf, c'est la première réponse. Messieurs, choisissez s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Mais mademoiselle qui est à côté de vous, là, on parlera après, madame. On parlera après. En fait, juste au niveau du droit, je me demandais, au 19e siècle, quand on a eu les machines avec l'industrialisation qui est arrivée, on a répondu aux dommages causés par ces machines en faisant en sorte que la personne qui profite de l'activité de ces machines soit responsable en droit. Et donc je me demandais en fait pourquoi est-ce qu'on devrait donner le statut d'être humain ou des droits naturels à des machines alors qu'on pourrait leur trouver un gardien, tout simplement, ou justement aller sur ce système d'assurance de personnes responsables. Et si c'est le cas, si on donne justement le rôle de gardien, reviendrait à qui, par exemple en médecine? Ça reviendrait à une industrie ou ça reviendrait à la personne qui utilise cet objet? Ou c'est ma question en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plutôt un gardien? Et si c'est le cas, qui serait ce gardien? Par rapport à ce droit du 19e siècle, vous avez entièrement raison, puisque c'est à partir de l'industrialisation que s'est posé le rapport à la machine, hein, c'est clair. C'est la question sociale de l'atelier, c'est-à-dire de la manière dont on travaille, dont l'ouvrier humain travaille sur la machine, et les risques qu'encourt l'ouvrier humain sur l'utilisation des machines, et la responsabilité du patron, qui est possesseur de la machine qui sert à développer quelque produit que ce soit. Vous avez tout à fait raison, il peut y avoir un gardien humain, mais la question n'était pas de donner des droits aux machines pour donner des droits aux machines. Hein. La question était de donner des droits aux machines en ce qu'elles permettent à l'être humain de donner la plénitude, c'est ça d'être transhumaniste, hein, de donner la plénitude de ses potentialités. Il est clair que le gardien humain est préférable à un droit donné à la machine, bien sûr, mais le problème, c'est encore faut-il que la complexité des machines soit encore gérable par un gardien humain. C'est exactement ça. Et de définir où commence et où s'arrête l'être humain. C'est la question de est-ce qu'une machine peut être humaine? Peut-être. Il y a des machines qui surveillent des machines hein, déjà, hein. Des antivirus. L'homme bicentenaire d'Asimov. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions. On n'a vraiment pas le temps pour une dernière question, pour la jeune fille qui avait l'air désespérée de ne pas poser la question. Posez la question, vas-y. Bon, là. Parlez bien fort et on répétera.
Le transhumanisme, c'est... Ah bah voilà le micro. Ah bah voilà, oui. Bon, déjà, merci pour votre intervention. Je voulais juste parler de... Enfin, le transhumanisme, c'est une question qui a supposé plusieurs interrogations philosophiques et métaphysiques. Et le transhumanisme, en fait, il est lié au post-humanisme. Et parce que là, on parle d'une certaine hybridation de l'homme et la machine. Et nous parlons aussi d'une création d'une nouvelle ère qui dépasse tout simplement la nôtre, une nouvelle génération. Donc ma question est par rapport à l'identité de cette génération, par rapport à l'identité. Donc quelle sera son identité? Et aussi par rapport aux leaders mondiaux du transhumanisme, tout simplement. Je trouve qu'il faut plus développer ça. On sait tous que Google, ils sont en train de piloter l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il y a des concurrents à Google et qui sont-ils? Voilà. Bah, t'as voulu une question, maintenant tu réponds. Alors moi, je répondrai juste sur la première partie. Tant que ce seront des êtres humains au sens classique du terme qui discuteront d'intelligence artificielle, la réponse sera un peu prévisible. Moi, j'attends le moment où les intelligences artificielles discuteront d'intelligence artificielle. Donc, l'identité de la génération qui vient, c'est que quand des transhumains seront vraiment en position, déjà ils sont en position, ces transhumains, de développer tout un discours critique et un discours théorique. Quand les transhumains seront au pouvoir, alors on aura un discours qui aura une identité complètement différente. Donc, la question, c'est, pour l'instant, c'est un mouvement marginal. Quand ce mouvement deviendra la majorité, ou deviendra en situation d'exercer le pouvoir politique, alors ce sera une toute autre identité. Peut-être la génération qui vient, je ne sais pas. Dans les concurrents, peut-être chercher du côté d'Elon Musk. Là, il s'intéresse plus à l'espace et à l'énergie, mais si ça se trouve, à un moment, il lui prendra l'idée de faire de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Si ça se trouve, il y a une part de sa R&D qui bosse dessus. Mais peut-être qu'on peut attendre des gens plus... Enfin, évidemment, les grandes sociétés informatiques type... alors, Apple, je suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup, mais Google, évidemment, beaucoup. Mais je pense qu'il faut chercher plutôt vers les grands mécènes, les gens qui ont envie de faire de la science pour faire de la science, pour découvrir quelque chose. C'est pour ça que je pense à Elon Musk, parce que lui, il a envie de... Alors, il y a un intérêt économique derrière, mais je pense qu'il a... Je pense, ça n'engage que moi, je pense qu'il a sincèrement envie d'apporter quelque chose à l'humanité en bien, pas forcément en capitaliste, mais c'est mon avis. D'accord, mais c'est bon, bah on va conclure là-dessus. J'aimerais qu'on remercie les organisateurs, donc Bastien, Emilien, Sylvie, Chloé.